J'aimerais d'abord remercier Marcello et puis Marcello Vitali Rossati et puis Yves Gingras d'avoir accepté de participer à cette séance de notre séminaire qui risque de, je pense, d'être absolument passionnant. Écoutez, tout de suite, nous allons avoir une séance qui va porter notamment sur la question de la vérité, hein, avec notre invité Yves Gingras, qui est professeur en histoire des sciences à l'UQAM. Yves, je ne sais pas si tu te rappelles qu'on s'est rencontrés il y a peut-être 30 ans, en nous rajeunissant parce que tu avais validé des contenus multimédia que j'avais fait à l'époque, avant même que je sois à l'université. Alors, simplement pour te dire que probablement que tu ne t'en rappelles pas. Je suis tes travaux depuis très longtemps. Donc, Yves Gingras, donc également Marcello Vitali Rossati, qui est professeur à l'Université de Montréal, qui est un de nos collègues et amis, qui est donc directeur de la chaire de recherche sur les écritures numériques à l'Université de Montréal, qui va nous faire certainement une conférence de son cru, j'ai envie de dire, en parlant de l'intelligence artificielle, en disant il n'y a d'intelligence que artificielle, je pense, Marcello. Hein, tu me corriges si c'est bien ça. Il n'y a d'intelligence qu'artificielle. Et juste peut-être pour devancer Marcello, je vous soumets simplement, je devrais le faire après, mais ce livre que je suis en train de lire, qui s'appelle Robot Poiesis les intelligences artificielles de la nature. Peut-être que tu l'as toi-même. Et on va voir si c'est ce qui t'a inspiré ta conférence, Marcello. Gabriel, si tu peux présenter le résumé de la conférence de Marcello, puis tout de suite après, Marcello, on va t'écouter. Oui, alors je me permets simplement, alors ça sera plus plutôt l'inverse, ce sera Yves en premier et puis Ah, Marcello qui suivra. Donc la première intervention, ce sera Yves Gingras hein, de l'Université de Montréal, qui est spécialiste des sciences. Son intervention s'appellera La rhétorique de la science. Et alors, pour juste le présenter, donc professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il est rattaché au il a été rattaché au département de sociologie, puis au département d'histoire, où il enseigne depuis 1989. En 1997, il fonde l'Observatoire des sciences et des technologies, un organisme dédié à la mesure de la science, de la technologie, de l'innovation, dont il est le directeur scientifique. Après avoir passé 15 ans au CIRST, il en devient directeur en 2001. 4 années plus tard, il quitte la direction du centre afin de se consacrer entièrement à sa chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences de 2004 à 2018. Et juste pour la petite anecdote, c'est lors du reportage du documentaire qui est diffusé sur Arte, La Fabrique des sciences. La fabrique de l'ignorance. Oui, voilà, La Fabrique de l'ignorance, merci beaucoup j'ai eu l'idée de pouvoir inviter Yves, car le propos tenait complètement à l'intérieur de notre projet de recherche Arcane. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup de votre invitation. J'ai vu que, si j'ai bien compris, là, le titre qu'on avait mis, c'est Les sciences et la vérité. Donc, effectivement, c'est deux mots qui sont fondamentaux. Et je pense que dans la conjoncture actuelle, cette réflexion-là sur les deux mots est importante parce que moi, je défends la thèse depuis une dizaine d'années là, qu'on vit dans une conjoncture que j'appelle néo-romantique, où on met de l'avant une confusion de plus en plus claire entre, ou plutôt de plus en plus évidente, entre des mots qui ont des sens différents, qui sont les trois mots suivants: croyance, connaissance et science. Et cette confusion-là entre les trois amène bien sûr des conséquences, parce que les mots ne sont pas sans conséquences. On ne peut pas jouer sur les mots ont des sens différents, il y a des raisons à ça. Donc, je vais commencer par rappeler le sens habituel de ces mots et ensuite voir comment la confusion de ces mots-là a une fonction.
Et c'est fondé sur une thèse aussi que je défends depuis longtemps, que je résume au fond dans une phrase courte, qui est le titre d'un texte d'un grand sociologue français qui est maintenant décédé, qui était Michael Pollack, qui avait écrit dans la revue Sociologie et Société, la revue québécoise de sociologie, donc, un article dont le titre m'avait frappé, qui s'applique à plein de choses, mais lui, il l'appliquait à autre chose, qui était l'efficacité par l'ambiguïté. Et effectivement, ça me semble une réalité rhétorique cruciale, cette idée que si on veut être efficace, il faut être ambigu. Donc, il y a une fonction à ça. Et moi, mon travail, c'est d'observer ces confusions pour les ramener à dire, ben, qu'est-ce que vous voulez dire au fond dans ces choses. Donc, rappelons des choses relativement simples. C'est d'autant plus intéressant que c'est des banalités que tout philosophe 101 a appris au cégep en philo. Qu'est-ce qu'une croyance? Donc, c'est une pensée que l'on veut ou qu'on l'on croit vrai. Hein? Je peux croire aux extraterrestres, c'est une croyance. Qu'est-ce qu'une connaissance? Ben, on remonte à Platon dans Tes Têtes, au fond. Hein? C'est une croyance vraie et justifiée. Bien sûr, tous les philosophes, on ne s'embarquera pas dans un problème où on peut avoir une séance complète sur comment on sait que c'est vrai, puis comment on justifie. Donc, on va... Parce que la vérité, dans ce cas-là, réfère à l'ontologie. Il y a des extraterrestres où il n'y en a pas, et ça, on n'a pas accès sans les preuves. Donc, l'ontologie est liée à l'épistémologie. Donc, comment on peut savoir qu'il y a des extraterrestres? Okay? On peut penser que ça existe et là, trouver des méthodes pour les trouver. Donc, je laisse ça de côté parce que ce sera tout un cours, mais on rappelle qu'une connaissance, ce n'est pas une croyance. C'est une croyance vraie et justifiée. Et ensuite, on a le troisième mot crucial, c'est le mot science. Et on voit souvent, et je vais vous donner des exemples précis, concrets, non pas inventés. Une connaissance, ce n'est pas la même chose qu'une science. Donc, quelle est ma définition de la science? Chaque fois que moi, que je parle de science, je vais dire une chose très, très précise et rien d'autre. J'ai fait un texte qui le fait aussi, qui le démontre. Pour moi, une science, c'est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. C'est la définition du 17e siècle, c'est rendre raison. Rendre raison de la chute des pommes, ben, c'est Newton, où on peut croire que c'est les anges qui font tomber les pommes. On a le droit de le penser, mais ça ne correspond pas à ce qu'on appelle la science moderne, qui est définie par rendre raison des phénomènes. Le phénomène, c'est ce qui apparaît. Les pommes tombent. On sait tous que les pommes tombent. En général, hein, parce que vous savez qu'au Québec, il y a une variété de pommes qui ne tombent pas l'hiver. Et ce sont ces pommes-là, d'ailleurs, je suis allé voir le verger, il n'y a pas de miracle. Et ils font justement le cidre de glace avec ce pommier-là. Et le créateur de ça m'avait expliqué, avait expliqué au groupe qui venait voir qu'il s'était promené, puis il avait été frappé de voir un hiver, dans une cour d'un individu, que les pommes étaient toujours dans le pommier alors qu'on était en plein hiver. Donc, il était allé là, il a dit, est-ce que je peux prendre une bouture pour voir quelle sorte de pommier que c'est ça? Et donc, il avait trouvé le genre de pommier, etc. Donc, il y avait la connaissance, et ça, on peut avoir une connaissance sans en avoir la science. L'exemple que je prends toujours, parce qu'il est actuel, c'est la relation entre les Autochtones et Jacques Cartier, qui arrive avec son équipage à l'hiver 1635. Évidemment, tout son équipage a le scorbut, les dents là, sont malades. Là, Jacques Cartier va voir les Iroquois, il finit par comprendre, et les Iroquois disent « Anéda ». Anéda, c'est quoi ça, l'anéda? Ben, c'est un arbre. On pense, selon les botanistes actuels, que c'est un thuya occidentalis, c'est-à-dire une sorte de pin. C'est comme c'est l'hiver, il faut que les feuilles soient dans l'arbre, donc c'est nécessairement une forme de pin. Donc, l'anéda, c'est de dire, tu prends des feuilles d'anéda, tu mets ça dans l'eau chaude, tu brosses ça, tu bois ça, ça guérit le scorbut. Donc, les Autochtones avaient découvert une connaissance. Ce n'est pas une connaissance autochtone, là, comme on entend. Là. On va y revenir à ces niaiseries de connaissance autochtone. C'est une connaissance simplicitaire, comme disent les philosophes. Donc, une fois que Jacques Cartier sait que l'anéda guérit le scorbut, il dit « OK, bye-bye, puis je le sais, et je m'en vais
avec ça. Ce n'est pas une appropriation parce que je ne lui enlève rien. Hein. La connaissance, ce n'est pas une appropriation parce que si je m'approprie un livre, ben, l'autre n'a pas son livre. Donc, il faut faire attention aux mots. Donc, c'est une connaissance qu'ils avaient. Mais il faut attendre au 19e siècle pour avoir la science de la guérison du scorbut. C'est quoi? Ben, c'est la vitamine C. De sorte qu'aujourd'hui, on ne court pas dans le bois les tuyaux occidentalistes, on fait la synthèse de la vitamine C. Bon, ça, c'est la science du scorbut. Donc, il y a trois choses complètement différentes et les confondre est dangereux, va amener à des impasses. Okay, donc, ça, c'est ça qui est important. Et donc, quand on parle de la vérité, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce que la vérité? Bon, là, on tombe dans la philosophie analytique. Austin va faire la distinction entre la vérité et ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est, et c'est aussi la théorie la première théorie de la vérité, on la trouve chez Platon, on la trouve chez Aristote. C'est ce qui est, j'avais pris la définition à quelque part pour être précis, là. OK, c'est ce qui correspond aux faits. OK, donc, où on dit ce qui est adéquat à la réalité. Hein, c'est la définition d'Aristote, bien sûr. Après, on peut dire comment savoir que c'est adéquat à la réalité. Donc, sur le plan abstrait, la définition est claire. Sur le plan concret, qu'est-ce qui est adéquat? Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que ça correspond aux faits? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'y viendra pas parce que c'est un cours complet aussi, mais on a simplement à apprendre la différence simple entre le système de Ptolémée qui pense avoir la science des astres et le système de Copernic. Bien sûr, nous, aujourd'hui, on a de bonnes raisons de croire que le système de Ptolémée n'est pas bon, bien qu'il marche très bien dans un algorithme. On peut aller sur la Lune, j'ai toujours dit, là, avec le système de Ptolémée, mais c'est faux au sens de la physique. Mais c'est un algorithme, il suffit de mettre des épicycles supplémentaires, puis on va finir par avoir une précision. C'est ce qui explique que le système de Ptolémée a duré 1500 ans. Déjà plus longtemps que le système jusqu'actuel de Newton et même d'Einstein, qui date d'un siècle. Donc, ça, ce sont des détails. Mais je pense que c'est très important de distinguer les trois. Donc, en quoi c'est dangereux? Mais là, je vais vous donner quelques exemples. Dans la revue Nature, en janvier 2024, la revue Nature, qu'on considère comme le paragon de la rationalité et de la science, ils font paraître une forme d'éditorial que les autres appellent un point of view. Mais Nature ne choisit pas n'importe lequel. Moi, quand j'envoie une lettre à Nature, il la refuse. Donc, Nature ne publie pas n'importe quel type de point de vue. Donc là, c'est intéressant qu'ils font paraître le point de vue d'un étudiant du MIT au doctorat en astronomie et astronautique qui se présente comme un Navajo de la tribu Navajo, etc., avec des noms que je suis incapable de prononcer, dans lequel il nous dit que la Lune est sacrée et que lui, en étudiant au MIT, on a séparé la sensation de l'espace et la spiritualité de l'espace avec la Lune. Mais que la Lune est sacrée parce qu'elle éclaire sa grand-mère depuis des millénaires. Je traduis un peu ce qu'il est en fait. Et il termine ainsi. Il dit donc, il faudrait tresser ensemble, c'est le mot à la mode, on tresse, parce que ça vient d'une vision autochtone, on tresse ensemble les sciences autochtones et les sciences occidentales de façon à résoudre des problèmes et conduire à l'élaboration de politiques d'approche innovantes, évidemment le mot innovante doit être là, on sait, qui protégeraient et célébreraient notre lune commune. Donc là, on est dans la phrase parfaite de ce que j'appelle le néo-romantisme, où on parle en plus de sciences autochtones. Et là, on vient de voir, avant, si vous suivez ça, parce que j'ai fait un certain nombre de travaux sur les connaissances autochtones et la rhétorique des discours des Autochtones, et pendant très longtemps, on disait qu'on a des connaissances autochtones. Et là, je démontrais, entre autres au gouvernement, que là, il y a une confusion entre des connaissances découvertes par des Autochtones, comme le scorbut. En France, il n'y avait pas trop de neige, là, il y en a plus aujourd'hui, donc c'est bon qu'ils savent comment guérir le scorbut, là, parce que s'il y a plein de neige, ils vont voir le scorbut, les Français, mais comme ils ont la synthèse de vitamine C, il n'y a pas de problème. Et donc, je leur ai dit, attention, les connaissances découvertes par les Autochtones sont transmises, et donc c'est des connaissances simplicitaires. On ne peut jamais mettre un adjectif à droite de connaissance. Il n'y a pas de connaissance féministe,
quoique il y en a qui pensent qu'il y a des connaissances féministes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de connaissances occidentales. Selon la philosophie, il y a des connaissances. Et donc, la connaissance, elle est vraie, elle est fausse, elle est utile ou inutile. Savoir que l'univers a 14,5 milliards d'années, les astronomes savent ça, mais on s'en fout comme l'an 40, parce que ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien. Mais c'est vrai quand même. Donc, il y a peu d'adjectifs qu'on peut mettre à côté du mot connaissance. Le problème, c'est que si on ne définit pas science, on se dit, mais de quoi on parle? Et j'ai tout lu ces affaires-là. À chaque fois, on dit, mais c'est quoi la science? Ah, dis attention, on n'a pas juste des connaissances, on a aussi ce qu'on appelle des modes de connaissance. Et là, c'est intéressant parce que mode de connaissance en épistémologie, ça veut dire comment on atteint la connaissance. Par exemple, si on dit qu'il y a des extraterrestres, ça, c'est l'ontologie. Il y a des choses dans le monde, il y a des électrons, il y a des atomes. Ça, c'est l'ontologie. Mais l'épistémologie, c'est de dire, oui, mais comment je vais les connaître? Quelles sont les conditions de la connaissance et les méthodes de la connaissance? Donc là, on dit, OK, il y a des modes de connaissance autochtones. On dit, OK, comment ça marche? Est-ce qu'on prend la table Ouija et on inspire, oui, l'esprit est présent? La réponse est non. Donc, on est incapable de savoir quels sont ces modes de connaissance. Et donc, la rhétorique, c'est de dire, il existe des modes de connaissance, nous avons des modes de connaissance. C'est ce qu'on dit au gouvernement fédéral, qui, lui, en bon trudeauiste, il dit, il faut respecter les modes de connaissance autochtones. Et là, moi, je leur dis, oui, oui, mais dites-le-moi, c'est quoi les modes de connaissance autochtones? Hein? Parce que si on me dit qu'il y a des ours dans le nord, on va aller là avec des drones ou avec des gens en raquettes, puis on va les mesurer, on va les voir. Mais si on dit non, 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 c'est mon esprit qui dit qu'il y a des ours, ça ne marchera pas. Voyez-vous, donc les modes de connaissance ne sont jamais définis. Et quand je vous dis ça, on verra dans la discussion, mais c'est des exemples concrets. Si ça vous intéresse, j'ai fait un texte dans la revue de Droit et Société dont le titre était L'esprit de l'ours contre la station de ski. C'était dans la Cour suprême. Et là, les juges de la Cour suprême s'arrachent les cheveux de sa tête parce que le représentant des avocats autochtones dit, écoutez, si vous construisez une station de ski sur le mont qui est en Colombie-Britannique, l'esprit de l'ours va s'en aller. Fait que là, il y a un des juges, il dit, excusez, il dit, je m'excuse de vous interrompre, mais il dit, est-ce que vous parlez de l'ours ou de l'esprit de l'ours? L'avocat qui représente le docteur un peu mal à l'aise, on peut voir le body language, il dit, non, non, je parle de l'esprit de l'ours. OK. Et donc, évidemment, j'avais prévu en suivant le débat live, puis ensuite j'ai fait le texte, qu'il y a la perdre. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'ours, on peut croire que l'esprit de l'ours est là. L'ours, on le voit. Et d'ailleurs, il y a eu des changements à la station de ski pour que les ours soient tranquilles dans le coin gauche. L'esprit de l'ours, la juge dit, en tournant autour, en étant gentil avec les Autochtones, que l'esprit de l'ours, ça, nous, on ne parle pas de ça. Hein? Comme moi, vous ne croyez pas, mais moi, je sais, j'ai l'ange Gabriel qui me suit et ça m'aide à être énergique. Mais ça, vous ne me croyez pas, puis je vous comprends. Donc, voyez-vous, la confusion entre science, jamais définie, mode de connaissance, jamais défini, a une fonction d'efficacité par l'ambiguïté, c'est le respect de nos modes de connaissance, jamais définis. Or, l'intérêt de la science, c'est de dire, depuis le 17e siècle, essentiellement, c'est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. On a tenté d'expliquer pourquoi les pommes tombent pendant longtemps. Aristote a une théorie qui dit c'est parce qu'ils ont hâte de revenir au centre de la Terre. Newton dit non, non, il y a le champ gravitationnel, et donc c'est ça qu'on croit nous, puis en plus c'est mathématique, c'est 1 sur R carré. Donc, oui, donc il y a des modes d'explication qui sont différents. Et donc ça, c'est bien, bien, bien important. Et donc, qu'est-ce qui est vrai? Bien, c'est ce qui est conforme à la réalité. Et là, on tombe dans les mesures qui dépendent du temps. On disait que chez l'historien des sciences, il va de soi que les normes de démonstration de la vérité, de ce qui est un fait, ne sont pas les mêmes au 17e siècle qu'au 20e siècle. Et même au 20e siècle, hein, on oublie souvent qu'il y a eu des transformations majeures dans les modes de démonstration de preuves, donc de établissement de la vérité en médecine. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en gros, c'est ce qu'on appelle le bedside médecine, c'est les cliniciens qui vous suivent, qui vous donnent des pilules et qui font une petite étude de cas. On dit, ben là, j'avais 20 patients, je les ai donné tel type de pilule et ils ont guéri. Pour lui, c'est une preuve.
les statisticiens sont arrivés là-dedans, les années 40, en disant non, ça ne marche pas de même, là, parce qu'il y a un biais de confirmation. Donc, il faut 2 groupes. Hein, c'est le fameux Clinical Trials CRT, hein, Controlled Clinical Trials, qui s'est imposé et qui a fait que le rapport de force entre les statisticiens et les cliniciens a complètement changé. Et aujourd'hui, ce sont les statisticiens qui contrôlent le système de la preuve. Ce n'est plus les cliniciens. C'est tellement vrai que dans le débat sur le COVID-19, Raoult en France, Didier Raoult qui disait que l'hydroxychloroquine fonctionne, il a été explicitement contre les statistiques et les mathématiques. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'en termes de rapport de force, effectivement, c'est un fait sociologique. Après la Deuxième Guerre, les statisticiens disent hey, les cliniciens, tassez-vous, c'est nous autres qui va mesurer qu'est-ce qui est une preuve. Donc, la notion de preuve va évoluer, et ça, c'est très important de le savoir. Mais à chaque moment T1, il y a une notion de preuve qui est dominante. Et depuis le 17e siècle, c'est jamais la vision néo-romantique qui était celle, par exemple, de Goethe avec sa théorie des couleurs contre la théorie de Newton. Hein, ils disaient, ah, la théorie de Newton est fausse parce que ça ne tient pas compte de la chaleur des couleurs. Donc, ce à quoi il fait référence, c'est à une psychologie de la perception qu'on retrouve chez Merleau-Ponty ensuite au 20e siècle. Alors que Newton se limitait à ce qu'il appelle une physique des couleurs, c'est-à-dire la longueur d'onde et la fréquence qui tombe sur la rétine, etc. Donc, si on veut avancer dans ces débats-là, il faut être précis. Mais l'idéologie rend difficile d'essayer d'être analytique. Et donc, je vais vous citer aussi une intervention en 2019 au Québec. Il y a eu un gros débat, je ne donne pas le détail par charité chrétienne, mais qui a amené un groupe de féministes, de professeurs qui se disent féministes dans la revue Affaires universitaires, qui est un magazine universitaire qui est publié par les universités du Canada, qui est un magazine dans lequel elles disent en titre, c'est où cette affaire-là? Ah oui, pour en finir avec le mythe de l'objectivité. Donc là, il nous sort la casserole classique sur l'objectivité n'existe pas, tout le monde est subjectif, sans nous jamais définir ce que veut dire ces mots-là. Et donc, il y a et là, ici, on a encore une ambiguïté totale qui fait qu'on a un dialogue de sourds. Donc, un de mes arguments, c'est de dire, la plupart de ces dialogues-là sont absurdes et mènent à rien parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle. Et donc, exemple, il y a même une phrase complètement surréaliste dans laquelle les auteurs écrivent que je cite, l'objectivité, c'est la subjectivité des hommes. Donc là, la discussion vient d'être close parce que là, je vous annonce que moi, je suis un homme et donc je ne peux pas parler d'objectivité parce que c'est les hommes qui ont défini. Vous voyez qu'on nage en pleine confusion intellectuelle. Alors qu'il faut simplement définir le mot objectivité. Hein? C'est lié à l'objectivation, à construire l'objet comme une distance par rapport à nous. Et je donne la plupart du temps l'exemple du chirurgien. Si vous observez un chirurgien, la raison pour laquelle il y a un tapis bleu sur tout, sauf le petit carré, c'est qu'il faut qu'il regarde le petit carré comme de la mécanique où il va couper les tuyaux, parce qu'il voit que c'est sa belle-mère qui est là. Donc, il fait une objectivation de distanciation de sa belle-mère pour dire qu'il lui opère le cœur de façon mécanique comme une pompe, etc. Donc, il y a tout un processus d'objectivation et l'objectivité, c'est justement cette idée de horizon qui est visée, qu'il y a toujours des obstacles à l'objectivité. C'est une banalité que tout le monde sait. On n'a pas besoin de nous rappeler ça dans l'affaire universitaire. Donc, je pense qu'on peut avancer dans les débats sur... Et en plus, c'est le dernier commentaire sur cet article-là, c'est que structurellement, l'article se contredit parce qu'il veut nous montrer qu'il y a des données, qui sont d'ailleurs vraies puis qu'on connaît comme sociologue, là, qu'il y a des données sur la fréquence relative, si on a un échantillon, etc., du harcèlement sexuel, soit dans les milieux de travaux, dans les milieux de travail ou dans les universités. Donc, si on fait une étude statistique où je conclus qu'il y a du harcèlement, la phrase que je viens de dire, c'est que c'est vrai. C'est une vérité qu'il y a du harcèlement dont il faut mesurer le degré sur 15 sur 17, sur 32. C'est une question empirique. Et donc, en disant que l'objectivité, c'est un mythe, puis en affirmant dans le même texte que
Par contre, on a démontré scientifiquement qu'il y a de l'inégalité homme-femme. Voyez-vous, c'est un tissu de contradiction. La question qui se pose pour le sociologue des sciences que je suis, c'est comment expliquer que des gens s'auto-contredisent sur des niveaux aussi élémentaires et que ce sont des professeurs d'université. Ça fait partie de mes objets de recherche, de dire que la rationalité élémentaire, qui vont contre leurs propres intérêts, hein, parce que je ne veux rien contre leurs intérêts, leurs mesures, mais ce qu'ils écrivent est totalement une contradiction dans les termes. Et en conclusion, l'importance de distinguer qu'est-ce qu'une connaissance, la Cour suprême du Canada, à la suite de la Cour suprême des États-Unis en 1993, elle le fait au Canada en 1994, a défini la Cour suprême du Canada. C'est quoi une preuve? C'est quoi un expert? Et donc, pour arriver à la notion d'expert et de preuve, elle redéfinit ce qu'est, au fond, en gros, la conception classique de, qu'on dirait, pour aller vite, là, la méthode scientifique. Elle écrit « La théorie ou la technique peut-elle être vérifiée ou l'a-t-elle été? » Donc, elle dit « OK, là, vous dites telle chose, est-ce que ça peut être vérifié? Si vous dites qu'il y a plus d'ours blancs que v'là 10 ans, cet énoncé, est-ce qu'il peut être vérifié? Oui ou non? Et deux, est-ce qu'il l'a été? Parce que s'il peut être vérifié, ça ne veut pas dire qu'il l'a été. Peut-être que je n'ai pas eu le temps d'aller compter les... C'est la Cour suprême qui dit. Deuxième argument, deuxième critère, parce que la Cour suprême définit ça comme des critères pour accepter un expert en cours. Donc, on est vraiment, on n'est pas dans la philosophie abstraite, on est dans la réalité. La théorie ou la technique a-t-elle fait l'objet d'un contrôle par des pairs et d'une publication? Et ça, quand on parle au savoir autochtone, la définition du gouvernement fédéral, c'est que la connaissance autochtone, c'est la connaissance des Autochtones du Canada. Le mot connaissance n'est jamais défini. On dit, oui, mais qui a vérifié que c'est une connaissance? C'est une croyance, une connaissance. Donc, le fédéral, je pourrais vous citer les textes après, eux, ils s'en foutent. La Cour suprême, elle, ne s'en fout pas. Troisième chose. Bon, ça, c'est pas important. OK. 4. La théorie ou technique est-elle généralement acceptée? Ben, là, on tombe dans le fait qu'une connaissance, c'est ce qui est vérifiable en principe par toute personne normalement constituée en principe. Donc, c'est ce que la Cour appelle en général la personne raisonnable. Toute personne raisonnable qui se donne les moyens, parce que si tu dis il y a des bosons de Higgs, bien, te donner les moyens de vérifier les bosons de Higgs, il faut que tu te construises un accélérateur de particules de 15 milliards de dollars. Donc, tu peux. Tu n'as pas les moyens, mais en principe, tu peux. OK? Ce que les Américains ont essayé de faire, ils se sont fait couper le budget, mais ils peuvent. Donc, cette idée-là est importante parce qu'elle ne dépend pas si vous êtes autochtone, elle ne dépend pas si vous êtes femme, elle ne dépend pas si vous êtes noir, les yeux bridés ou non. Elle dit, est-ce que c'est accepté, ça, en général? Et on voit donc que la science et la vérité sont reliées par cette mesure de est-ce qu'on peut vérifier ça? Et ça, c'est grave, hein, parce que je n'ai pas le texte ici, malheureusement, mais je le sais à peu près par cœur. Oui, je l'ai ici. Les organismes subventionnaires du Canada, donc c'est pas n'importe quoi, le CRSH, CRSNG, qui se sont demandé qu'est-ce qu'une connaissance autochtone, parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Ils ont conclu en disant qu'au fond, ce sont les détentrices, je cite, les détentrices et les détenteurs de savoir qui sont les seuls à pouvoir véritablement définir les savoirs autochtones pour leur communauté. Fait que là, on vient de sortir de l'épistémologie complètement et on tombe dans la tautologie que moi, le grand chef, j'ai l'autorité pour dire ce qu'est une connaissance de mon peuple. Voyez-vous? Donc, on est là dans du concret de politique gouvernementale dont l'arrière-pensée non dite est une réforme totale du sens que la philosophie a donné au mot connaissance depuis plus de 2000 ans. Merci.
Alors, un grand merci, Yves. C'est une conférence d'une très, très grande richesse, hein, qui suppose beaucoup de points d'entrée différents. On pourrait avoir une discussion pendant des heures sur tout ce que tu viens de nous dire. Je vais laisser, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Il y a Marcello qui voudrait prendre la parole. Alain Vallière aussi. Tu as retiré, mais tu pourrais commenter si tu veux après Marcello. Et puis ensuite, Samuel Choniewski Alors donc, Marcello. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci beaucoup, Yves. Excellente conférence. Moi, j'ai une question. Euh, Est-ce que je suis complètement convaincu par ta démonstration. Je me pose par contre la question de l'évolution historique je ne sais pas comment t'appeler ça, mais je dirais des formes de légitimation ou des formes de comment on trouve la preuve. Hein, tu en as parlé, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui évolue, qui change et qui n'est pas forcément. Hein, et donc, ma question, c'est est-ce que ça peut être. On peut dire que vu qu'il est historique, qu'il a aussi un côté culturel. Et donc, est-ce que ça peut être quelque chose qui est influencé par des régimes de pouvoir particuliers? Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un régime d'épreuves féministe ou macho? Ça, c'est une question. Et l'autre chose, pour moi, c'est dans les objectifs de la science. C'est-à-dire que pas l'objectivité, et là, c'est ce que je suis d'accord avec toi que ces textes étaient malheureux. Mais je suis moins d'accord avec toi qu'il faille tout jeter. C'est-à-dire que ce que je trouve, par exemple, c'est les objectifs de la science, pas l'objectivité, hein, mais est-ce qu'on étudie justement la prostate ou les ovaires? Là, il y a quelque chose. Hein, voilà. Bon, ça, c'est mes deux questions. De quelle manière, disons, le discours culturel ou certains régimes des pouvoirs, et en particulier féminisme, sexisme, etc., peuvent rentrer dans ces deux composantes-là de la science? Merci. Oui, je te remercie. OK. Donc, je vais répondre d'abord à la première qui m'intéresse énormément. C'est celle, effectivement, de l'évolution des notions de preuve. Je vais donner un exemple qui est assez extraordinaire. Je vais prendre les deux exemples sur lesquels, d'ailleurs, j'ai fait des chroniques pour la science, qui sont très intéressants. Un est ancien, mais l'autre est actuel. Donc, je vais commencer avec celui qui est actuel. C'est qu'il y a eu toujours dans Nature, ça, c'est mon point d'entrée, parce que Nature publie des choses absolument surréalistes du point de vue rationnel. C'est complètement surréaliste. Et c'est pas que je suis d'accord ou non, c'est que je dis comme c'est surréaliste, ça s'en va dans le mur. On peut le prédire sans se tromper, ça s'en va dans le mur. Donc là, il y a une femme qui est une biochimiste en Inde qui fait un texte en disant oui, mais les critères de preuve, là, il faudrait qu'il y ait des critères de preuve minimum. Parce que vous, les riches, je simplifie, là, mais en gros, c'est pas très simplifié, c'est à peu près ça. Vous, dans le Nord, c'est comme on parle du Sud global puis du Nord global, des concepts que tout sociologue doit considérer que c'est prendre des choses avec des gros gants, là. C'est absurde sur le plan scientifique. Mais appelons ça comme ça, parce qu'eux appellent ça comme ça. Vous avez des critères de preuve élevés, par exemple. Moi, si on soumet un article, on a une évaluation par les pairs qui nous dit oui, c'est bon votre article, mais pour nous convaincre là, que vous avez trouvé tel peptide, il faudra faire un assay avec tel appareil plus récent, parce que là, tu vois, mais nous autres, on n'a pas les moyens d'acheter cet appareil-là. Donc, il faudra avoir des critères de preuve minimum. Nature publie ça. Tabarnak! Fait que là, j'ai fait un texte en disant ça me rappelle une chose extraordinaire, qui est un fait historique. Autour de 1800, lorsque Lavoisier, non pas autour de 1800, autour de 1778, 1780, avant qu'il se fasse couper la tête par la Révolution, Lavoisier est en chicane avec Priestley, qui est en Angleterre, sur la découverte de l'oxygène. Et ce qui est extraordinaire pour un sociologue comme moi, c'est que Priestley écrit, je cite les textes originaux, il dit ouais, mais là, Lavoisier, toi, tu es riche, tu as construit des appareils extraordinaires dont on a tous vu là, avec sa femme, là, la bulle de verre faite vraiment, non pas par Lavoisier, mais par des artisans de qualité, avec des affaires en métal. Et donc, c'est comme ça qu'il peut mesurer des choses que personne ne peut mesurer. Priestley lui écrit, il dit ouais, mais ça, là, on ne peut pas croire ce que tu dis tant que nous, on ne peut pas le reproduire avec nos petites affaires sur le coin de la table. Parce que la science doit être démocratique. En gros, c'est ce qu'il dit, ce qui est extraordinaire, parce que Lavoisier, et ça, c'est ce que d'ailleurs
On oublie souvent, hein, même la plupart des gens de Sciences Po, j'ai fait un test, ça ne savent même pas, mais dans De la démocratie en Amérique de Tocqueville, il y a un chapitre sur la science que personne lit en Sciences Po, mais qui est extraordinaire. Il dit la science est aristocratique. Et l'Amérique démocratique, ça va poser un problème. Donc, toujours est-il que Priestley dit ton affaire, on n'y croit pas tant qu'on n'est pas capable, nous, de mesurer l'affaire. Or, vu après, on sait très bien que c'est Lavoisier qui a raison. Donc, j'ai intitulé mon texte Le coût des preuves. C'est que le coût des preuves a augmenté dans le temps. Puis effectivement, Priestley et les amateurs, que nous, on appelle des amateurs entre guillemets, qui travaillent sur le coin de la table, sont exclus du champ scientifique par le coût. Et si on dit oui, mais ça, c'est arbitraire, ça, c'est l'argument classique. Vous attention, non, c'est démontré par les conséquences. Quand on dit, parce que vous savez, je fais plein de débats sur science et religion, puis on dit, ah, la science, c'est une religion. Non, la science, ses fondements ne sont pas démontrés par une démonstration. C'est impossible de démontrer qu'on peut expliquer le monde. C'est absurde. Donc, c'est démontré par ses conséquences. Donc, si tu prends l'appareil de Lavoisier, tu fais des choses que Priestley ne fera pas. Puis 100 ans après, ben, le télescope, par exemple, le télescope de Galilée, ça change les modes de preuve. Tu n'as pas de... Avant, tu faisais de l'astronomie comme Tycho Brahe, c'est facile, tu sors le soir à 11h30, tu regardes au ciel. Hein? Tout le monde est égaux. Puis là, si tu es chanceux, il y a une nova qui apparaît. La nova Gingras, 1980. OK? On voit qu'en astronomie, ça existe encore. La fameuse découverte de la Hale-Bopp, qui est voyons, on en a vu une plein mois, là, un affaire dans le ciel avec une queue. Là. Comète. Comète, excuse-moi. Donc, les amateurs découvrent des comètes. Pourquoi? Parce que les astrophysiciens s'en sacent des comètes et ont des appareils pour voir des trous noirs. Donc, les comètes s'en calissent, ils laissent ça aux jeunes. Donc, il y a des domaines où ça existe. Mais celui qui trouve la comète, c'est pas avec le télescope que moi j'ai, qui grossit 30 fois, que j'ai depuis 40 ans, c'est avec des télescopes assez chers. Donc, voyez-vous, la notion de preuve, effectivement, évolue dans le temps. Mais pourquoi qu'on l'accepte? Il y a un rapport de force, c'est un rapport économique. La femme en Inde, elle ne peut pas faire de la science qui est celle de Harvard. Pas compliqué, c'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, c'est que ça coûte 1 milliard. Dans son université, ils ont 100 millions. Mais la discussion est close, elle n'aura pas le Nobel. Je ne dis pas que c'est bien, moi. Moi, je fais de la sociologie, je ne fais pas de la morale. Donc, oui, il y a l'évolution de la notion de preuve qu'on observe et la division du travail. Donc, ça, c'est de la sociologie classique. Deuxième point, que tu soulèves et qui est très important, mais qu'à mon avis, il est simple si on rappelle une définition classique en philosophie des sciences depuis 1938 de Hans Reichenbach, dans son grand livre Experience, je ne sais plus trop quoi, Observation and Experience, c'est la distinction entre ce qu'il appelle le contexte de découverte, qu'on devrait appeler d'ailleurs le contexte de recherche, parce qu'on découvre souvent rien. On cherche, mais on ne découvre pas. Donc, le contexte de recherche, c'est de dire ah, moi, là, ma mère est morte du cancer, fait que moi, je travaille sur le cancer du sein. L'autre dit ah, mais moi, mon père est mort du cancer de la prostate, moi, je travaille sur le cancer de la prostate. OK, on s'en fout. C'est correct. On a le droit de faire ce qu'on veut. Hein? Vous êtes peut-être chimiste, puis moi, je suis physicien. Bon, that's it. Ça, c'est le contexte de recherche. Ce qui est crucial, et je me suis limité à ça dans mon discours, et c'est ce que la philosophie fait aussi, et c'est pour ça que Reichenbach sépare les deux, parce qu'il y a une confusion là. C'est le contexte de justification. Une fois que tu dis, hey, moi, là, ma mère est morte, puis m'a guéri le cancer, puis là, tu fais une découverte. Mais on dit, ta mère est peut-être morte, mais ça ne veut pas dire que tu as raison. Donc, publie ton affaire, puis on verra. Donc, c'est ce que Bachelard disait, l'objectivité est dans l'œil de l'autre. Une belle phrase extraordinaire. Hein? L'objectivité est dans l'œil de l'autre, c'est dit, E égale MC2, c'est pas vrai parce qu'Einstein l'a dit. Non, non, non. C'est vrai parce qu'on a vérifié qu'Einstein ne s'est pas trompé. Et dans d'autres domaines, parce que comme je suis dans des sciences, on oublie souvent qu'Einstein, il a fait un texte complètement faux. Heureusement, l'évaluation par les pairs dit il s'est trompé dans ses calculs, c'est tout faux cette affaire-là. Einstein dit oh, OK, il a tout changé. Donc, le contexte de justification, c'est celui qui m'intéresse. C'est dire, tu dis qu'il y a des ours là, tu dis qu'il y a des grenouilles là, allons voir. Effectivement, la politique scientifique devrait-on mettre plus d'argent sur le cancer de la prostate que sur le cancer du sein? C'est des choix sociaux politiques qui n'ont rien à voir avec la vérité. Absolument rien.
Merci. Il y a évidemment, je suis sûre que Marcello, tu aimerais bien répondre et tout ça, mais on va donner la parole à d'autres. Donc Samuel et puis ensuite Jean-Marc. Je pense qu'Alain, tu as retiré là, tu voulais simplement applaudir à la qualité de la conférence. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, je passe la parole à Samuel. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup René, merci beaucoup Yves pour ton discours, pour ta présentation hyper intéressante. Euh, alors moi, je vais peut-être passer pour un hurluberlu, mais moi, il me semble qu'il y a des connaissances qui ne sont pas des croyances, mais qui ne sont pas non plus scientifiques. Je donne un exemple tout bête, le goût du vin. L'expérience du goût du vin, elle est, elle est inexprimable, elle est incalculable, et on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Un vigneron, il va savoir, en goûtant le vin, si effectivement il est à sa maturité, il n'est pas à sa maturité, s'il faut rajouter quelque chose ou pas rajouter quelque chose. Et il n'aura aucun moyen scientifique de dire voilà pourquoi. D'accord? Donc, il y a ces types de connaissances. Euh, L'esprit de l'ours, moi, je ne sais pas, mais je peux imaginer qu'on peut avoir ce type de connaissances. Et que pour certains, tu parlais des modes, je pense qu'effectivement, certains modes d'accès à la connaissance peuvent être divers et le mode scientifique est sans doute le plus efficace d'un point de vue de la raison et du calcul, mais je ne suis pas sûr que ça soit le seul. Et ce qui m'interroge dans tout ça, c'est la question de l'éthique. C'est-à-dire, effectivement, puisqu'on peut imaginer, hein, c'est même à titre d'hypothèse, qu'il y a d'autres modes de connaissance que le mode scientifique, comment est-ce qu'on fait pour communiquer? Comment est-ce qu'on fait pour discuter? Et de ce point de vue-là, ça me semble important justement de valider l'hypothèse qu'il y a d'autres modes de connaissance. Parce que sinon, on exclut directement tous ceux qui, de par leur expérience, leur culture, leurs objectifs, ne rentrent pas dans le mode de connaissance scientifique. Donc voilà, donc c'est pas vraiment une question, c'est peut-être plus une observation. Et ce qui me semble important et ce qui peut-être nous intéresse aussi dans le cadre du séminaire, c'est comment justement on va pouvoir faire ces distinctions et permettre ces discussions, quel que soit le mode de connaissance qu'on exprime. OK, ben, Merci. je vous remercie. Effectivement, ça me permet de compléter les choses. La première chose, et donc ça confirme l'importance de se rappeler des définitions. Par exemple, quand vous dites, mettons, le goût du vin, ce n'est pas seulement une connaissance scientifique. Moi, je n'ai pas parlé de connaissance scientifique. Si vous répétez mon discours, j'ai parlé de la définition de connaissance et la définition de science. Scientifique, c'est un adjectif qui caractérise les types de connaissances. Donc, il y a des connaissances, juste par exemple, on n'avait pas de connaissances. Si connaissance scientifique veut dire science, par exemple, la connaissance scientifique de la pomme qui tombe, c'est la théorie de la gravitation de Newton. Pour aller vite, laissons Einstein, là, ça ne change rien à la pomme qui tombe. Mais moi, j'ai bien dit que sur le plan philosophique, si on veut se parler, il faut dire non, une connaissance, c'est ça. La science, c'est autre chose. Une connaissance scientifique, pour que je comprenne ce que ça veut dire, c'est une connaissance, par exemple, on a la connaissance scientifique de la raison pour laquelle le tuyau occidentaliste guérit le scorbut. C'est la science qui l'a démontré. Par contre, là où j'en ai pas inclus, mais effectivement, en sociologie depuis 60 ans, on parle des connaissances tacites. Donc, il y a d'autres types de connaissances. Okay? Et les connaissances, c'est le tacite knowledge, par exemple, que ma compagne est capable de faire monter un œuf, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, en mousse. Moi, j'essaye, puis ça ne monte pas, câlisse. Mais pour que j'ai cette connaissance-là, elle a beau m'expliquer. Donc, ça, il y a deux types de connaissances tacites. Une qui est exprimable et que je peux vous expliquer. Vous dites, OK, maintenant, je comprends. L'autre qui est embodied, qui est incorporée. Celle de monter un œuf en neige, moi, je pourrais pas. Bon, ma femme m'engueule, puis elle m'a beau de montrer, oui, mais tu ne tournes pas comme il faut. Donc, oui, il y a des types de connaissances. Je n'en ai pas parlé parce que, pour une raison simple, c'est que, un, j'ai 25 minutes, puis deux,
dans la conjoncture actuelle, personnellement, je pense qu'il faut commencer à la base. C'est pas pour rien que je vous cite Nature. Hein? Il dit pas, j'ai la connaissance tacite que la Lune est sacrée. La Lune est sacrée pour qui? Pour les Indiens qui sont sur la Lune, les Chinois, les Russes. Donc, je me suis limité à ça. Mais vous avez raison, il y a d'autres types de connaissances. Le problème, c'est que dans le cas du vin, cet individu-là qui a la connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y en a d'autres qui ne l'aiment peut-être pas son vin, qui pensent qu'il n'est pas à maturité, puis qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire être à maturité? Je ne prendrai pas l'exemple du vin, je vais simplement dire qu'en sociologie et en philosophie et en éducation ici, on parle de connaissances expérientielles. Okay? Donc, on multiplie les types de connaissances. Bien sûr, une connaissance expérientielle, je vais vous donner un exemple typique, c'est une connaissance locale selon les anthropologues, c'est local knowledge. Il y a un grand philosophe des sciences canadien qui est malheureusement décédé il y a un an, qui s'appelle Ian Hacking, d'ailleurs, qui a fini sa carrière comme professeur au Collège de France. C'est le seul Canadien qui a été nommé professeur au Collège de France et c'est un bon ami à moi. Lui, il a fait un texte dont seulement moi, parmi, disons, les Français, peuvent comprendre le titre. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance locale de la ville de Toronto. C'est une connaissance, mais qu'elle peut être vérifiée. Parce que si la connaissance ne peut pas être vérifiée par un autre, c'est une connaissance de nature différente. Donc, moi, je me limite à ça. Et donc, c'est à quoi son texte qui est génial, d'ailleurs? C'était une critique de la sociologie constructiviste de David Bloor. Et son texte était intitulé, il me fait rire à chaque fois que je le dis, même si ça fait 20 ans, Keeping Bloor at Bay. Ah oui. En anglais, Keeping Bloor at Bay, ça veut dire garder les gens à distance. Sauf que si vous connaissez la ville de Toronto, vous savez qu'il y a un coin de rue, de la rue Bloor et de la rue Bay Street. Donc, Keeping Bloor at Bay, c'est de garder au coin de la rue. C'est un jeu de mots incompréhensible. C'est une connaissance locale. Moi, j'y ris, les gens ne rient pas. OK? Connaissance locale. Donc, on est d'accord sur ça. Là où j'ai un problème, et il faut regarder les choses conséquentialistes, c'est de dire, oui, il y a peut-être d'autres modes de connaissance. Ben oui, il n'y a aucun problème. Mais les autres modes de connaissance doivent être soumis, sinon on est dans le trouble, là, sur le plan sociologique et même sur le plan politique. Les autres modes de connaissance, ils doivent être soumis aux critères que, si on dit juste, ben, il y a juste moi qui ai accès à Dieu, ben là, je m'excuse, mais ce n'est pas un mode de connaissance au sens sociologique. Et même, je dirais que politiquement, ça ne doit pas être accepté comme un mode. Si on me dit, mais les Autochtones sont proches de la nature, je m'excuse, mais ils sont élevés à Chicoutimi puis à Trois-Rivières, ils ne sont pas proches de la nature. Okay? Donc, il y a une forme d'essentialisme si on dit qu'il y a des modes de connaissance séparés. Mais il y a des nouveaux modes de connaissance. Je donne un exemple que j'ai donné tantôt. Lorsque les statisticiens disent aux cliniciens, vous vous trompez, parce que vos données sont biaisées. Il a introduit un nouveau mode de connaissance qui a été étudié d'ailleurs par Ian Hacking, qui est le mode de connaissance statistique. C'est nouveau, ça date du 19e siècle. Il n'y avait pas de connaissance statistique au sens fort avant le 19e siècle. Donc, c'est un nouveau mode de connaissance. Pour connaître des grands groupes, on fait des stats. Avant, on ne savait pas comment. Donc, oui, il y a des nouveaux modes de connaissance, mais à mon avis, à moins de tomber dans une chose qui va être très grave, elle doit être évaluée par son efficacité et sa capacité à pouvoir, en théorie, être comprise par toute personne raisonnable, indépendamment de la couleur de sa peau, de son sexe, etc. Merci. Donc, je vais passer la parole à Jean-Marc et puis il y a également Catherine Fontaine qui veulent intervenir. Je vous rappelle qu'on a à peu près 10 minutes pour les interventions, donc on va peut-être essayer de resserrer un tout petit peu pour rentrer dans notre temps. Donc, Jean-Marc. Oui, ben merci beaucoup. J'aimerais revenir un peu. Bon, j'ai deux questions, mais j'aimerais revenir sur la question du néo-romantisme que vous développiez un peu plus. Mais je voudrais dire, en fait, une première chose, d'abord, la tautologie, là, cette idée de la tautologie. L'idée que vous avez le chef de tribu qui dit que ça c'est vrai, enfin c'est un peu ça l'idée. Hein. Ça fait quand même écho à ce que nous on appelle, enfin on emprunte ça des sciences du patrimoine, les régimes d'authenticité, c'est-à-dire il y a une autorité qui a la légitimité de dire ce qui est vrai.
Et quand un de ces trois éléments, soit l'autorité, soit la légitimité, soit le vrai change, ben on change de régime d'authenticité. Autrement dit, l'authenticité change tout le temps, enfin, est variable. Alors ça m'amène à la question de la temporalité, en fait. On a cette idée que la vérité est quand même quelque chose d'immuable, un peu comme si quand on a trouvé la vérité, elle ne bouge plus. Donc non, ben, ce n'est pas le cas. Alors je me demande si ce n'est pas ça un peu ce que vous appelez le néo-romantisme, si ce n'est pas lié à ça. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est ben, pour nous, là, qui sommes, en tout cas certains d'entre nous, on fait de l'intermédialité, on travaille beaucoup sur la question de médiation, de médias, etc. Donc vous avez beaucoup parlé beaucoup donné d'exemples sur la question de l'appareillage, de la technologie. Je pas la technologie. Alors, c'est la question, oui, mais l'idéologie, c'est aussi un dispositif. Donc, il n'y a pas juste la technologie, il y a le biaisage idéologique qui fait partie aussi qui est dans l'œil de l'observateur. Et euh, cette idée que l'objectivité se trouve, je pense que c'est l'expression que vous avez utilisée, l'objectivité, c'est l'œil de l'autre ou quelque chose comme ça. Non? Il me semble que vous Oui, avez dit ça. oui, c'est L'objectivité, c'est l'œil de l'autre. Il y a quand même, il y a quand même toute une théorie, là je pense à Karen Barad, par exemple, qui dit, ou toute la théorie des nouveaux matérialismes, on dit non, il n'y a pas d'objectivité. Alors, c'est pas de, comment je pourrais dire, c'est pas le relativisme, là, mais c'est de dire, on fait partie, enfin, on crée ce qu'on voit, on se projette dans ce qu'on voit, on n'est pas à l'extérieur de ce qu'on voit. Alors, voilà, c'est en vrac, là, mais je vous lance tout ça, là. Merci, en oui, tout cas, c'était très stimulant. oui, bon, dans ces discussions philosophiques, moi, je suis de tradition analytique. Et donc, ça, c'est très important, c'est que à chaque fois, on dit oui, mais on dit des mots, mais c'est quel mot? Par exemple, quand on dit non, la vérité n'est pas immuable, mais change dans le temps. Si on se place du point de vue analytique, du point de vue du philosophe, il faut dire oui, mais attends un peu là. Est-ce qu'il faut distinguer l'ontologie, l'être, ce qui est là, de l'épistémologie? Donc, que nos connaissances changent, il n'y a personne qui nie ça. C'est une banalité totale. Si on se place sur le plan philosophique, hein, on peut être idéaliste puis dire le monde, c'est le point de vue de Berkeley. Hein? Esse est percipi. On n'a rien inventé, les soi-disant révolutionnaires, c'est Berkeley. Hein? Esse est percipi, être, c'est être perçu. Bon, ça avait du sens dans le temps de Berkeley pour une raison très simple, c'est que Dieu gardait l'œil ouvert. Mais depuis que Dieu est mort, il n'y a personne qui défend la thèse de Berkeley. Toute la philosophie et l'épistémologie de la physique montre bien qu'effectivement, l'atome du début du siècle, c'est pas l'atome d'aujourd'hui, c'est pas l'atome. Mais ça, c'est l'épistémologie, c'est notre modélisation du monde qui fonctionne plus ou moins, avec la mécanique quantique, ça marche très bien. OK? Mais ça, c'est pas de l'ontologie. D'ailleurs, moi, j'ai écrit plein d'articles que j'appelle la désubstantialisation. Le propre de la mathématisation du monde, c'est que les mathématiques sont ce que j'appelle un acide de la substance. Quand on mathématise un objet en physique, il disparaît. Il devient une série d'équations mathématiques. Okay. Donc, il faut dire, et quand on dit, ah oui, la vérité change, ben oui, la vérité change parce qu'on a des données nouvelles. Copernic, lui, il n'avait pas de données nouvelles. Il y a les mêmes données que Ptolémée, mais il y a une idéologie du soleil à la Renaissance en disant le soleil doit être au milieu. Donc, contrairement à ce que les physiciens pensent, le système de Copernic, c'est une vision du monde qui l'amène là. Mais ça, c'est le contexte. Mais après, on vérifie qu'effectivement, la masse du soleil est pas mal plus grosse, puis ça tourne autour, point barre. Mais lui, c'est pas pour des raisons empiriques, c'est pour des raisons conceptuelles de dire, voyons, non, c'est le soleil qui est la source de tout. Et vous savez qu'à la Renaissance, le soleil a un rôle très important, puis le roi soleil, c'est pas un hasard non plus qui s'appelle de même. Okay? Donc, lui, c'est des raisons qu'on pourrait appeler idéologiques, mais j'aime pas très le mot, c'est pour des raisons multiples au niveau des idées et pas des données empiriques. Parce que le modèle de Copernic est mathématiquement identique au modèle de Ptolémée. C'est la même chose. Pour une raison très simple, c'est que même si le Soleil est au milieu, on observe de la Terre. On n'observe pas du Soleil. Donc, ça ne change rien. C'est des vecteurs équivalents. Ça ne change rien. Ça change de quoi au niveau qu'on
au niveau du cosmos. Donc, moi, je me place dans la tradition philosophique, mais vous avez raison de dire que, comme il y a beaucoup de disciplines, la sociologie appelle ça tacit knowledge, local knowledge, les études littéraires vont trouver d'autres noms. Quand vous parlez de dispositif, c'est un terme qui est plus large. Nous, on parle d'instrument. Bien sûr qu'un instrument, c'est un dispositif, mais je suis en science, moi. En science, on a des instruments, mais je pourrais utiliser le mot dispositif. Le télescope est un dispositif. Donc, tout est une question, quand on est dans les mondes interdisciplinaires, parce que j'ai fait un bon nombre de textes sociologiques sur l'interdisciplinarité, c'est que là, pour que ça marche, il faut d'abord être au courant du lexique des différents groupes. Parce qu'on va nommer, pour des raisons X, des mêmes choses de façon différente, parce qu'on vient de milieux différents, de pays différents. Comme je dis toujours, on dit le siècle des Lumières, les Allemands ne disent pas Lumière, ils disent Aufklärung. Fait que pour faire savant, un philosophe va dire ah oui, l'Aufklärung, laisse faire, on est en français, appelle ça Lumière, on a compris. Le référent est le même, mais c'est plus distingué à l'université de parler allemand ou latin que français. Donc, je pense qu'il n'y a pas de désaccord sur nous, il y a simplement des lexiques différents, mais je tiens à ce que pour qu'il n'y ait pas de problème de relativisme, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle de l'ontologie, ça, j'ai un mot court, c'est crucial. Par exemple, j'explique aux étudiants que la raison pour laquelle la Cour suprême ne peut pas donner raison aux Autochtones, ce n'est pas une question de morale, c'est une question sociologique qui date de l'ontologie depuis le 17e siècle. On peut être contre. Moi, je suis ni pour ni contre, j'observe. L'ontologie dominante aujourd'hui dit qu'il n'y a pas d'esprit dans le monde. Le pape dit que le diable est dans le monde. Donc, l'ontologie du pape inclut le diable. Donc, il peut trouver des méthodes et ça s'appelle l'exorcisme. J'ai un livre d'un exorciseur romain. Ce n'est pas un crétin, c'est quelqu'un qui dit comme dans le monde, il y a de l'ontologie, dont le démon, j'ai une méthode pour chasser le démon. Ça s'appelle l'exorcisme. Pour la science moderne, il n'y a que des atomes et des forces. Donc, il n'y a pas de démon. Donc, quelqu'un qui devient cinglé, on dit il est schizophrène ou il est psychopathe. On ne dit pas il y a le démon en lui-même. Voyez-vous, donc, tout dépend de l'ontologie qu'on postule et ces ontologies-là sont incommensurables. Donc, celle qui parle des esprits, j'ai étudié empiriquement que c'est incommensurable avec le monde. Je n'ai rien contre, moi, je m'en fous complètement, qui disent que les esprits leur disent la vérité, je m'en fous. Je suis sociologue. Je dis, vous allez perdre en cours. C'est sûr. Parce qu'on ne peut pas inverser le paradigme dominant depuis le 17e siècle. On peut essayer dans une tribu, dans un coin, mais la Cour suprême n'ira jamais là. J'aurais bien aimé vous entendre. On n'aura malheureusement pas le temps de le faire, Yves, mais sur votre analyse de ce qui s'est passé dans l'élection américaine, qui serait évidemment un cas superbe d'observation de tout ce que vous nous avez parlé, hein, de toute évidence, les mondes incommensurables, etc. Je vais parler, parce qu'on arrive à notre terme là, pour la première partie. Donc, Catherine, si vous pouvez intervenir brièvement. Et puis, on aura l'occasion, après l'intervention de Marcello, de reprendre, si vous voulez, dans le débat, des questions soulevées par Yves, Ouais, comme c'est celle de Marcello. vraiment rapide. Juste bonjour, là, je suis professeure au Collège militaire royal à Kingston, en Ontario. Donc, je ne ferai pas partie nécessairement de votre groupe, mais j'ai beaucoup apprécié la conférence. Puis, c'est drôle que vous avez fini, Yves, en disant que la Cour suprême n'ira jamais là, mais je pense qu'on est dans un paradigme où on pourrait avoir des surprises au niveau de qu'est-ce qui se prend comme décision à plus haut niveau, parce que je pense que, au fond, ce que vous dénoncer, c'est vraiment la pénétration du scientifique par le politique, hein, par les idéologies de notre temps. Puis je pense que, évidemment, vous parlez beaucoup de l'impossibilité de communiquer entre les principes équité, diversité, intégrité, décolonisation, puis le discours scientifique. On arrive toujours à cette impasse où finalement on dit, ben oui, mais vos critères scientifiques, comme vous dites, datent du 17e siècle, mais d'un 17e siècle eurocentré, occidental, peu importe. Donc, on arrive vraiment à une impasse. Donc, c'était juste ça, finalement, que je voulais dire. On pourrait en discuter longtemps, mais merci beaucoup. J'apprécie grandement votre conférence. Oui, alors on pourra avoir l'occasion, Yves, d'y répondre. Oui. Seulement un mot, je ne sais pas si vous voyez cet article-là. Dans Science, c'est écrit qu'une étude on braiding, hein, je veux dire, pour tresser les sciences occidentales et
indigène a été arrêté. Voyez-vous, c'est qu'on peut dire, hey, c'est le fun, on va s'aimer. Fait que là, on se rencontre, puis là, on dit, on s'aime. Puis là, qu'est-ce qu'on observe comme sociologue? La chicane pogne. La chicane pogne, puis c'était prévisible. Donc, le NIH était généreux. Hey, les tsunamis, c'est comme dans Mars One. Hein? Je termine là-dessus. Rappelez-vous le film Mars One. Les gens, hey, les extraterrestres sont plus intelligents que nous, donc, ergo, ils sont pacifiques. Hein, moi, le philosophe, je le sais. Fait que là, ils arrivent, les autres envoient des beaux petits oiseaux blancs. Qu'est-ce qui arrive avec les Martiens? Ils sortent la mitraillette puis ils tirent. Cette petite séquence-là, elle est extraordinaire pour dire, hey, les cocos, les extraterrestres, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous autres qu'ils sont pacifiques. On ne le sait pas. Fait que cette étude-là, j'aurais pu prédire ça d'avance. Puis même maintenant, c'est le mois de. C'est au mois d'août dernier. Voyez-vous? Donc, c'est beau être généreux parce que moi, j'aime pas le mot dénoncer parce que moi, j'ai vraiment une déformation de physicien. J'observe le monde comme des fourmis. S'ils se crissent la tête dans le mur, je leur ai dit, je l'ai prédit. Après ça, ben, donc, vous avez raison de dire que j'ai exagéré en disant que ça n'arrivera pas parce qu'à la Cour suprême, il y en a 2 sur les 9 qui avaient appuyé les Autochtones. Et dans mon article, je démontre qu'ils ont fait une erreur fondamentale sur le plan épistémologique, qui ont admis un esprit dans le monde. Mais ils sont minoritaires, 2 contre 9, heureusement. Mais vous avez raison, ça pourrait arriver, surtout avec la gang de Trudeau, là, une bande de crétins qui ne comprennent pas l'épistémologie élémentaire, qui a des conséquences politiques. En un mot, l'épistémologie, ce n'est pas juste de la philo abstraite, ça a des conséquences politiques concrètes. Alors, j'aimerais beaucoup vous entendre sur le cas de Robert Kennedy Jr. Ouais. On n'aura pas le temps peut-être tout à l'heure, mais j'aimerais vous entendre commenter ce cas-là de l'actualité. Alors, je vais sans plus tarder passer la parole à Marcello. Donc, Marcello Vitali Rosati. Donc, l'intelligence est forcément artificielle. Voilà, peur déplacée et danger ignoré. Donc, Marcello, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais être finalement pas mal dans des thématiques évoquées par Yves. Et moi aussi, j'ai des choses qui m'énervent. Donc, j'espère que mon énervement va apparaître dans ma présentation. Et mon énervement est pas mal lié aussi à des termes mal définis. Donc, je vais parler un peu de ça. La chose que je veux questionner, c'est un paradigme qui est très présent dans les médias. Je vais pas parler des vérités, en fait, ou de façon juste anecdotique. Ça ne faisait pas partie de la commande de Jean-Marc quand il m'a demandé. Donc, je vais parler d'intelligence artificielle, je vais parler de modèles des langues en particulier et de ce qu'ils font. Et de cette question de intelligence artificielle. Je trouve que la notion même d'intelligence artificielle est aberrante, justement parce qu'elle est très, très mal définie. On ne sait pas ce que c'est. Et en particulier, cette idée d'une opposition entre une intelligence artificielle qui s'opposerait à une intelligence humaine. Bon, à mon avis, le problème là-dedans, c'est qu'on a défini ni intelligence artificielle, ni intelligence humaine. On ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. Et en fait, les jeux de cette opposition consistent très souvent à revendiquer un espèce de ce que j'appellerais un privilège humain, encore une fois, sans que ce qu'est l'humain soit bien défini. J'aime bien citer Turing. Vous avez plein de fraises à la crème ici. Alors, vous savez, tous les arguments de dire « mais une machine n'arrivera jamais à faire ça ». Alors, Turing cite et il parle de « arguments from various disabilities ». These arguments take the form « I grant you that you can make machines do all the things you have mentioned, but you will never be able to make one to do X ». Donc, vous n'arriverez jamais à faire une machine qui sait faire ça. Hein? Moi, je le dis en français, c'est plutôt « mais une machine n'arrivera jamais à faire ça ». Et ça, vous remplacez avec ce que vous voulez. Et donc, Turing, qui est d'une ironie sublime, il dit, par exemple, « be kind, resourceful, beautiful, friendly, have initiative, have a sense of humor, tell right from wrong, make mistakes, fall in love, enjoy strawberries and cream ». Une machine n'arrivera jamais à aimer les fraises à la crème. Et là, on se dit, mais pourquoi c'est quoi qu'on veut démontrer? En fait, c'est comme si on allait chercher des caractéristiques de l'humain ou présupposées de l'humain. En fait, quand l'intelligence artificielle sait faire quelque chose, on va dire, bah non, mais c'est pas ça que j'entendais par intelligence. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est, donne-moi d'abord une définition de ce que tu
croit être l'intelligence. Puis, si cette définition est correcte, si cette définition est juste, je dirais, pour aller dans l'essence de Yves, si cette définition est non ambiguë et scientifique, alors une machine peut le faire. Je serai sur ça parfaitement d'accord avec ce que raconte von Neumann, hein, qui, dans un colloque de 48, bon, moi je résumerai, tout ce qui peut être défini de manière non ambiguë, peut-être qu'on peut ajouter formelle, peut être modélisé. Donc le problème, ce n'est pas tellement de faire une course entre l'être humain et l'intelligence artificielle et la machine, mais plutôt d'essayer de voir si nous sommes capables de produire des définitions précises, formelles, non ambiguës et donc scientifiques, hein, de ce dont nous voulons parler. Hein. Von Neumann avait dit dans ses colloques, You insist that there is something that a machine can't do. If you will tell me precisely what it is that a machine cannot do, then I can always make a machine which will do just that. Et ça me semble vraiment quelque chose de super juste. C'est-à-dire que le problème n'est pas tellement de faire une course entre homme et machine, mais d'être capable, et ça c'est à mon avis le travail des sciences, hein, de donner des définitions non ambiguës, formelles, et donc si on veut, pour aller dans l'essence de Yves, objective, mais objective dans ce sens, c'est juste non ambigu, hein, et formalisable. C'est-à-dire que là, on n'est pas nécessairement dans une question de vérification, hein, il n'y a pas nécessairement un paradigme de vérité, comme le définissait Yves tout à l'heure, donc le fait de correspondre aux faits, ça c'est Aristote, ou Tarski, hein, la définition logique, A, si et seulement si A, donc A entre guillemets, donc la préposition A, par exemple, il pleut, est vrai, si et seulement si, bah, je mets la tête dehors et puis en effet, il pleut. Donc ça, c'est la question de vérité. Là, ce que je dis, c'est pas tellement si c'est vrai ou pas, mais j'ai une définition d'intelligence, par exemple, j'ai une définition de quelque chose, bah, si j'arrive à donner cette définition de façon non ambiguë et formelle, et je vais essayer de vous dire tout à l'heure de faire des exemples pour faire comprendre ce que j'entends par là, bah, en fait, je peux faire un modèle formel et donc une machine peut le faire. Donc ça, c'est mon point. Là, vous voyez, donc, l'objectif, c'est une espèce de renversement que je demande. Au lieu que essayer de voir si la machine peut faire des choses, s'interroger sur la définition d'intelligence. C'est-à-dire, c'est poser la question, comment nous définissons l'intelligence au singulier, ou plutôt, comment nous définissons différentes formes de comportement intelligent. C'est-à-dire que le problème de cette idée d'intelligence artificielle, c'est qu'on considère comme s'il y avait une seule forme d'intelligence. Et alors, c'est d'ailleurs assez surprenant le fait qu'on parle autant d'intelligence artificielle depuis 3-4 ans parce qu'il y a eu ChatGPT, alors que l'intelligence artificielle, on en parle au moins depuis les années 45-50, si ce n'est bien avant, parce que si on parle à Leibniz et Pascal, ils en parlaient déjà. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, et puis encore, ça me fait encore plus rire quand on dit l'intelligence artificielle. Non, non, mais là, maintenant, elle est générative. Je veux dire, quand vous prenez une calculette et vous faites 4 plus 4, ben, elle est générative. Ça donne 8. 8, il n'est pas compris dans 4, ni dans 4. Donc, ça génère quelque chose. Donc, en fait, on entend quoi par intelligence? Ça, 4 plus 4, c'est un type d'intelligence formelle, justement, dans laquelle la machine est très, très forte et on peut construire des algorithmes super puissants. Hein. En effet, on dit, bah, oui, mais à cette époque-là, par exemple, dans les années 50, bah, la machine, oui, elle pouvait faire des calculs déjà assez bien, mais elle ne pouvait pas parler. Parler est un comportement intelligent, d'accord, mais ça veut dire quoi parler? Et bah, mon idée, c'est bah, si vous donnez une définition formelle assez précise de ce que ça veut dire parler, bah, là, vous pouvez faire une machine qui parle. Donc, vous voyez, ce que je propose, c'est d'arrêter de parler d'intelligence artificielle, vraiment d'abandonner ces termes, ça ne veut rien dire. Il y a des approches algorithmiques, des approches computationnelles, si vous voulez, il y en a plein. Ces approches computationnelles existent depuis au moins 80 ans, mais plus probablement depuis le début de la science occidentale. Pythagore faisait exactement la même chose, hein, donc au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, arrêtons de parler d'intelligence artificielle et concentrons-nous sur ce que j'appellerais plutôt des modèles de définition de l'intelligence. Concentrons-nous, par exemple, sur la tâche de définir ce que c'est que le langage naturel.
c'est quoi le langage naturel? Est-ce que je peux donner une définition formelle, non ambiguë, de ce que c'est que la langue et de comment elle fonctionne? Est-ce que je suis capable de le faire? Si je suis capable de le faire, ça veut dire que j'ai une science de la langue qui est plutôt pas mal. Si je ne suis pas capable de le dire, voilà, j'ai une idée un peu vague, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est que le langage naturel. Puis c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Knut fait la différence entre science et art. Hein, on revient un peu peut-être à ce que disait Samuel tout à l'heure. Hein, le vin, ouais, bon, enfin, je peux avoir un art. Je sais parler, j'ai l'art de parler, mais je n'ai pas la science parce que je ne sais pas comment ça marche. Hein, Yves disait rendre raison des phénomènes. Si je suis capable de rendre raison de pourquoi ça marche comme ça, le langage naturel, là, pourquoi ça fonctionne d'une certaine manière, hein, le fait de maîtriser, hein, d'être capable de manipuler une langue naturelle, si je suis capable de rendre compte de comment ça marche, de pourquoi ça fonctionne comme ça, là, je suis capable de faire un modèle formel. Et là, peut-être, j'ai défini un modèle de définition de l'intelligence, où là, pour l'intelligence, j'entends n'importe quel concept. Hein, donc, la capacité de manipuler la langue, la capacité de comprendre un concept particulier, l'amour. Pour moi, c'est la même chose. L'amour, c'est quoi l'amour? Je peux avoir un art de l'amour et je peux avoir une connaissance scientifique. Si j'ai une connaissance scientifique, j'arrive à donner une définition formelle. Cette définition formelle, je l'implémente en algorithme. Il peut aimer autant qu'un être humain. Définir les sentiments, définir la conscience. Pour moi, la conscience, c'est la même question, mais je ne vais pas m'attarder parce qu'effectivement, c'est assez long. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans l'étude ces approches computationnelles qui sortent aujourd'hui et qui sont très à la mode, ce n'est pas du tout de les utiliser. Je trouve que d'un point de vue heuristique, ils ne sont pas très intéressants ou ils n'apportent pas grand-chose, au moins pour le moment, à mon raisonnement scientifique. En fait, pour le dire très vite, je parle en particulier pas de toutes les approches algorithmiques. Hein, il y en a plein qui m'intéressent. Il y a des approches algorithmiques pour calculer justement les prochains éclipses de soleil. Ça c'est très intéressant. Ça existe depuis très longtemps. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a été inventé en 2017. Mais en 2017, on a inventé les transformers, en effet, avec l'article Attention is all you need. Et en fait, ces trucs-là, pour moi, actuellement, ils ne servent absolument à rien d'un point de vue scientifique, mais ils sont très intéressants pour si on les étudie, pour comprendre mieux nos modèles de comportement intelligent. C'est-à-dire, on peut les étudier pour qu'est-ce que ça nous dit, cet algorithme-là. Par contre, il faut aller un peu dans les détails. Hein. On ne peut pas juste utiliser ChatGPT et puis dire ce qu'il me dit par rapport au comportement intelligent. Non, si vous allez étudier l'algorithme, hein, là, peut-être, on arrive à comprendre quelque chose sur les théories scientifiques, donc les modèles théoriques qui sont derrière. Et donc, est-ce que, par exemple, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, un large language model me dit quelque chose sur ce qu'est la langue naturelle? Au moins, me dit quelque chose sur une théorie particulière et un modèle formel précis, bien défini, de la langue naturelle. C'est ça qui m'intéresse. Alors, vous voyez, là, on a une approche complètement bête qui est analyser des applications. D'ailleurs, là, on parle d'applications, hein, même pas d'approche computationnelle. ChatGPT est une application. Le Large Language Model sur lequel ChatGPT est basé, c'est GPT, hein, donc Generative Pre-trained Transformer. Donc, c'est un modèle pré-entraîné qui est là. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus que chat. Chat, c'est une manière d'utiliser le modèle. Et donc, l'approche bête que j'entends souvent, hein, c'est un peu de dire il est très bon ou il n'est pas très bon. Donc, on analyse est-ce que l'intelligence, on parle de l'intelligence humaine versus l'intelligence artificielle. Donc, c'est le fait de dire ChatGPT, il est bête, il répète seulement les mêmes choses, il ne sait pas ça ou ça. Là, je veux dire, quand on dit par exemple, ChatGPT, il ne dit pas la vérité. Ouais, c'est un peu comme dire que ma voiture ne fait pas les cafés. En effet, ma voiture, elle n'est pas faite pour faire les cafés et elle ne fait pas les cafés. Quelqu'un qui dirait, écoute, ta Dodge, elle fait vraiment très mal le café. Ça serait complètement débile, non? Et alors, ChatGPT, dire qu'il ne dit pas la vérité, évidemment, il n'y a aucun modèle de vérité qui est implémenté dans l'algorithme.
il n'y a rien, la vérité n'a rien à voir avec ça. GPT et comme tous les LLM sont des modèles probabilistes qui sont entraînés à deviner de façon stochastique, c'est-à-dire de façon aléatoire, mais basée sur une certaine distribution des probabilités observées dans les corpus, le prochain token. Vous lui donnez des mots et il devine quel est le mot le plus probable. Bah, en fait, il n'a aucune idée d'une vérité. Par exemple, Yves nous disait correspondance aux faits. Bah, pour avoir ça, il faut avoir des faits d'un côté, puis pouvoir contrôler une correspondance. Si vous faites tout simplement une requête sur Wikidata avec un programme Python de 2 lignes, bah là, vous avez une notion de vérité. Si vous demandez la date de naissance de Napoléon à Wikidata, bah là, il y a une notion de vérité et vous avez une réponse qui est 1769 et c'est vrai. Et c'est vrai par rapport à quoi? Bon, là, on peut se demander les régimes d'épreuves, etc. Bah, c'est vrai par rapport à un savoir qui est, disons, contrôlé par une communauté. Il y a un consensus. Et puis, ce consensus est écrit dans une base de données qui a été revue avec des mécanismes, etc. Mais en fait, l'algorithme, il va confronter cette connaissance structurée-là et il me donne une réponse. Donc là, oui, ça, c'est un modèle de vérité qui est implémenté dans le petit algorithme qui me dit la date de naissance de Napoléon. ChatGPT, quand vous lui demandez la date de naissance de Napoléon, il devine les tokens les plus probables. Donc, il n'a aucune idée de qui est Napoléon, il n'a aucun modèle. Donc, c'est complètement bête de dire que ah bah, parfois, il dit faux. Bah, évidemment, ce n'est pas ça qu'il est fait pour faire. Hein. Ou alors des trucs dans lesquels il menace de prendre la place de l'humain. Je pense que ce n'est pas très intéressant. Ce qui me semble plus intéressant, c'est, donc depuis mon approche de modèle de définition d'intelligence, c'est qu'est-ce qu'il modélise? Il est le modèle de quoi? Ou mieux, le modèle théorique puis le modèle formel qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à certaines théories du monde, et donc, dans ces cas en particulier, de la langue naturelle. Alors, la première chose à voir, c'est justement d'où ça vient. Bah, en fait, GPT, comme la totalité des LLM, comme la totalité des approches inductives, qu'on appelle aussi connexionnistes à la langue, implémente une hypothèse linguistique de façon plus ou moins consciente, c'est-à-dire qu'il y a peu d'informaticiens et d'informaticiennes qui le savent, mais à la base, ces modèles naissent comme ça. Ils naissent comme implémentation de ce qu'on appelle l'hypothèse distributionnelle. C'est une hypothèse qui est à la base du structuralisme et qui est en particulier formulée par Firth, mais pas seulement. Des Saussure aussi. En fait, la première condition, évidemment, c'est le fait de dire bah, la langue est un système clos et dont le sens à l'intérieur dérive des relations internes. Ça, c'est les grands pas structuralistes par rapport à la théorie de la langue, sans lesquels bah, ça n'a pas de sens de penser au LLM. C'est-à-dire, par exemple, si je crois que la langue a quelque chose à voir, là, vous voyez pourquoi, depuis cette approche, la question de la vérité n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, la question de la vérité, au moins, si la vérité a une correspondance avec des faits, donc correspondance avec quelque chose qui est extra-linguistique, disait Yves, bah, il faut que j'aille voir s'il y a l'ours ou pas, pour savoir s'il y a l'ours. Bah, là, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a un ours ou pas? Bah, en fait, ce n'est pas un fait intralinguistique, c'est un fait extra-linguistique, selon cette définition-là de la vérité. Donc, en fait, bah, l'hypothèse structuraliste et l'hypothèse distributionnelle, qui est une hypothèse sur la langue, implique que la langue n'a rien à voir avec la vérité. Au moins de la vérité en tant que correspondance avec des faits qui sont, par définition, par la définition que nous a donnée Yves, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir autre, mais selon cette définition-là, bah, en fait, sont extra-linguistiques. Donc, c'est quoi l'hypothèse distributionnelle? L'hypothèse distributionnelle est celle selon laquelle le sens d'un mot dépend des relations que ces mots entretiennent avec les autres mots du corpus. Je vous fais un exemple. Hier, il y avait du filure bilan au resto. Personne ne sait cuisiner le filure bilan comme ma mère. Le filure bilan est très long à cuisiner. Tu connais la recette du filure bilan? Bon, en fait, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous avait déjà entendu ce mot. Je ne pense pas parce que je l'ai inventé, mais en fait, tout le monde ici comprend plus ou moins le sens de ce mot. Donc, on comprend que c'est un truc. Je l'ai fait à mes étudiants, ils m'ont dit, c'est du bœuf bourguignon? Ouais, peut-être quelque chose du genre. Hein? On arrive à placer, à deviner le placement sémantique de ce mot dans la langue par rapport aux relations que ce mot a avec les autres mots de la langue. Là, imaginez que vous ayez
1 million de phrases, ben là, vous allez bien peaufiner votre sens de filure bilingue, juste à avoir un sens très clair. Évidemment, ce n'est pas la peine d'avoir vu du filure bilingue ou de l'avoir goûté, on s'en fout. Et qu'il existe ou pas d'ailleurs, aussi on s'en fout. Ce n'est pas la question ici. Donc en fait, ces algorithmes sont entraînés, je pourrais faire bien expliquer, hein. Là il faudrait entrer un peu dans les maths et voir par exemple en quoi la self-attention et donc le mécanisme du transformer change la manière de calculer ces sens-là. Mais concrètement, moi je construis un vecteur du mot. Ces vecteurs, c'est une série de chiffres, hein. Ces chiffres placent le mot à l'intérieur d'un espace linguistique et de cette manière, on se dit, ils embed, hein, c'est vraiment l'idée de word embedding, ils embed, hein, le sens du mot. Selon cette définition, attention, Chomsky, il dit que c'est que de la merde, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis une approche des linguistiques génératives, en fait, l'hypothèse structuraliste, l'hypothèse distributionnelle, ça n'a aucun sens. Donc, en fait, par contre, c'est une définition, donc un modèle, une définition non ambiguë et formelle de ce qu'est la langue. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que je me dis, ça fonctionne plutôt pas mal comme définition formelle, parce que le truc, il parle et il parle bien quand même. Il parle relativement bien, mais peut-être même plus que relativement bien, il parle très bien. Il parle mieux que la plupart de mes étudiants en français, par exemple, en LLM, GPT ou BERT ou Camembert, le modèle qui a été entraîné à Paris. Camembert, il parle français mieux que mes étudiants en moyenne. Peut-être même mieux que moi, hein, des fois. Voilà, donc ça, ce que ça me dit, c'est que si je regarde la définition, le modèle formel de langue qu'implémente cet algorithme et que je regarde comment après il manipule la langue naturelle, je me dis que cette définition, donc l'hypothèse distributionnelle, quand même, elle a quelque chose d'intéressant. Après, il y a des limites, bien sûr. Quelles sont les limites? Par exemple, que ça prend quand même une force de calcul extrêmement importante. Bon, je continue parce que je suis un peu en retard. Est-ce qu'il est créatif, par exemple? Là, il faudrait rentrer et je suis un peu en retard. Il me reste quoi, Gabriel? 5 minutes ou 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, OK. Donc là est-ce qu'il est créatif? Là aussi, ça dépend de la définition de créativité. Là, vous voyez une définition de créativité écrite dans une formule mathématique plutôt simple. Ça, la formule que vous voyez, c'est la softmax, c'est la formule de la softmax, c'est la fonction d'activation qu'on applique à la fin pour prédire le prochain mot. En fait, je vous ai dit, j'ai une distribution de probabilité. En fait, ce qui est important dans cette formule ici, c'est le bêta. Donc, vous avez la fonction exponentielle E du token ZI. Donc, fonction exponentielle divisée par la somme de la fonction exponentielle de tous les tokens. OK? Et en fait, là, vous obtenez un pourcentage. Sauf que cette chose-là, vous pouvez la multiplier par un petit facteur bêta qui est le réciproque de la température. En fait, c'est quoi qu'il faut comprendre là-dedans? C'est peut-être un peu complexe à expliquer rapidement. C'est le plus B est petit, le plus la température est haute. C'est-à-dire, si j'ai, admettons, des pourcentages, vous savez, je dois deviner les prochains mots. Et disons que le prochain mot, j'ai la phrase mon animal de compagnie est un. Et là, j'ai chat, chien ou serpent. Et puis, admettons que dans les corpus, la probabilité de chat soit à 40%, 40%, 50% chien, okay, donc ça me fait 90, et 10% serpent. Okay. En fait, bêta, me permet de changer ces proportions et de les rendre plus homogènes. Donc, au lieu qu'avoir 50, 40 et 10, par exemple, je vais avoir 33, 33, 33. Ça veut dire que le comportement du modèle va sortir quelque chose de façon stochastique, donc sur la base d'une distribution de probabilités qui a été normalisée de façon homogénéisante. Donc, il est plus probable que le modèle sorte des choses plus inattendues. Je ne m'attendais pas que mon animal de compagnie je ne m'attendais pas à serpent, je m'attendais plutôt à chien ou chat. Mais en fait, puisque j'ai modifié la distribution des probabilités, les modèles, on dit, il a une température plus élevée, donc il est plus créatif. Est-ce que ça, c'est la créativité?
non, pas nécessairement. Ça, c'est une définition possible, formelle, bien structurée de créativité. Et quelqu'un me dit, ah ouais, non, mais la créativité, c'est plus que ça. Bah, très bien. Tell me precisely what it is, et je vous ferai un algorithme qui implémente votre notion à vous. Donc, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est on a une définition formelle qui est précise, qui est donc non ambiguë, sur laquelle on peut tous comprendre de quoi on parle. Bah, la créativité, ici, c'est le fait de modifier une distribution des probabilités pour augmenter les probabilités d'une chose qui, dans une distribution linguistique, serait normalement moins probable. Et donc, en fait, c'est ça la créativité, sortir des choses qui me laissent, en parlant de la langue, un peu étonné. Pourquoi? Parce que le parlant de la langue, il est habitué à une distribution des probabilités. Et en fait, l'algorithme ne respecte pas cette distribution des probabilités et sort quelque chose qui est moins probable et qui pourtant a du sens. Ouais, là, je vous fais l'exemple juste d'un token, mais imaginez-le sur n tokens. En fait, la phrase va être plus inattendue, va dire des choses qui sont moins présentes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que puisque, par définition, aucun token du vocabulaire a comme probabilité 0, on évite ça avec des mécanismes de smoothing, en fait, n'importe quel terme pourrait apparaître. Donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas vrai que les large language models répètent ce qu'il y a dans les corpus. Ce n'est pas vrai. Ils recombinent en effet des tokens qui sont dans la langue, oui, mais ça, on peut dire n'importe quel parlant. Moi aussi, je suis en train de recombiner des patterns qui existent en français. Je ne suis pas en train d'inventer les français pendant que je parle. Donc, en effet, il n'y a rien d'original dans ce sens-là, au moins. Donc, en fait, ça correspond pas mal à ce que je suis en train de faire moi. Après, mais je ne suis pas satisfait, c'est pas que ça, etc. Dites-moi exactement ce qui ne vous satisfait pas. On va les rajouter dans l'équation. Donc, ça, c'est pour moi, ce n'est pas les vrais dangers. Les vrais dangers, c'est lesquels, du coup? Donc, je vous ai bien parlé des LLM. Ce sont des algorithmes intéressants que ça vaut la peine d'étudier parce qu'ils peuvent nous dire quelque chose sur, au moins sur ce qu'est la langue. Par contre, il faut faire très attention. Il y a d'autres dangers qui commencent quand même à être identifiés, mais à mon avis, pas assez. Et donc, quels sont les vrais dangers de ces algorithmes? Le premier, à mon avis, c'est celui, et je mets Aladdin derrière, c'est l'utilisation type lampe d'Aladdin. J'utilise ça pour faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire utiliser des algorithmes pour faire quelque chose qu'ils ne sont pas faits pour faire. Typiquement, utiliser ma voiture pour faire du café. En fait, ce qui est complètement débile, c'est qu'on peut arriver à faire ces choses. L'exemple que je faisais dans un billet des blogs récents, c'est la tronçonneuse, elle utilise les moteurs à explosion. Je peux utiliser une tronçonneuse pour aller à l'université. Je lui mets des roues à la place de la chaîne et puis je vais avec et puis je dis quand même, ça ne va pas très bien. Oui, en effet, mais je peux le faire, mais c'est complètement bête. En plus, je défonce tout, etc. Mais je peux y arriver d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est ça qu'on fait. Typiquement, on fait faire un calcul à ChatGPT. Il va peut-être le faire, mais en fait, il n'est pas fait pour le faire. Une calculette le fait mieux. ChatGPT fait un calcul de façon complètement inductive sur la base de son corpus. Il n'a aucune idée de ce que c'est 4 plus 4. Si il n'applique pas une règle mathématique, il applique une règle d'induction sur les corpus linguistiques qu'il connaît. Donc, en fait, c'est comme utiliser ma voiture pour faire du café, okay? Ou cher des sources. En fait, il ne sait pas ce que c'est qu'une source. Il n'a pas de notion de vérité. Il n'a pas accès à des sources. Donc, en fait, chercher sur un catalogue des bibliothèques une source. Un LLM n'a aucune idée de ce que c'est. Donc, en fait, c'est un comportement aberrant. Ou, à mon avis, n'importe quel usage scientifique, en fait, c'est un modèle inductif. Donc, c'est un modèle qui prévoit des tokens à partir d'une distribution des probabilités. L'usage scientifique est toujours très problématique parce qu'en fait, c'est un modèle inductif et d'ailleurs, pas seulement, mais c'est un modèle stochastique, c'est-à-dire que justement, il donne une réponse qui est aléatoire. Alors, j'ai des doutes, mais il faudrait en parler beaucoup plus, et Yves peut-être pourrait réagir sur ça. J'ai des doutes qu'on puisse faire des usages scientifiques d'outils stochastiques. C'est-à-dire la science que je connais au moins
la plupart de la science que je connais, au moins, est déterministe. 2 fois la même question, 2 fois le même résultat. Sinon, ce n'est pas de la science. Si je commence à dire, bah, ça dépend, des fois, tu me dis 4 plus 4, des fois, je te dis 8, mais des fois, je peux te dire 9. Bah, en fait, ça, malheureusement, bah, ce n'est pas un modèle scientifique. Donc, en fait, une approche stochastique ne peut pas être utilisée. Donc, moi, je vois des gens qui utilisent les LLM, par exemple, pour classer des résultats, des recherches ou des données, etc. Bah, je trouve que c'est un usage qui a forcément à la base faux, parce que c'est stochastique. Et moi, je voudrais que si tu me donnes les mêmes données, je vais être capable de les reclasser de la même manière que tu les as classées. Mais là, si tu me donnes un modèle probabiliste et stochastique, donc aléatoire, bah, en fait, à chaque fois que je le fais tourner, j'ai un autre résultat. Donc ça, c'est les usages aberrants. Autre problème et autre vrai danger, c'est l'infrastructure monstrueuse. Quand on fait corriger, par exemple, pour faire un usage qui n'est pas aberrant, on fait corriger à ChatGPT une phrase. Je vous ai dit, il parle plutôt bien, il sait le faire. Hein, parce que, en fait, bon, je ne dirai pas pourquoi, mais il semble le faire. Sauf que la différence de coût énergétique entre faire ça avec ChatGPT et faire ça avec Antidote est immense. En fait, on est en train de cramer des forêts pour faire une chose qu'on pourrait faire avec une bougie. Donc, il faut se poser quand même la question. Est-ce que, oui, parfois je peux l'utiliser, mais en fait, c'est un peu comme si, oui, je peux aller en avion à l'université ou en hélicoptère de chez moi à l'université. J'y vais en vélo normalement. Je peux y aller en hélicoptère, mais en fait, j'arrive pas plus vite parce qu'il faut que je décolle, etc. Et puis, en fait, mon impact énergétique est sans aucun sens pour ne rien gagner à la fin. Parce que peut-être à la fin, je vais gagner 5 minutes ou peut-être même moins. Voilà. Et peut-être d'ailleurs, parfois, j'ai fait un usage aberrant et donc en plus, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, mais je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Et la dernière chose, et comme ça je m'étais, Gabriel, j'ai 30 secondes, la dernière chose, c'est le fait que lié à l'infrastructure monstrueuse, il y a un monopole qui s'est mis en place. Les monopoles, c'est-à-dire que les capacités de faire tourner un LLM bah, sont des capacités réservées à qui a des centres de données immenses et une force computationnelle immense. Ça veut dire que, par exemple, une université ne pourra jamais faire tourner en local un LLM. Quand vous faites aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde utilise les applications existantes, c'est-à-dire que concrètement, quand vous regardez les gens qui vous disent « Ah, j'ai fait une application d'intelligence artificielle », en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il achète un token de connexion à l'API de OpenAI. C'est-à-dire que fondamentalement, on utilise une ou deux, fondamentalement OpenAI ou Google, c'est les deux acteurs fondamentaux. Et quel est le problème? C'est que, en fait, là, on est dépendant de tous ces usages-là de une ou deux entreprises qui prennent les décisions sur les modèles théoriques qui sont derrière, sur l'entraînement, sur comment après on met à disposition le modèle entraîné, donc sur la structure de l'API, sur la réponse, etc. Aujourd'hui, la plupart des informaticiens et informaticiennes qui travaillent soi-disant sur l'intelligence artificielle, fondamentalement travaillent à l'accès à l'infrastructure de ces API-là, c'est-à-dire travaillent pour ou avec seulement deux compagnies. Là, le problème, c'est que oui, je veux bien qu'ils parlent bien français, mais là, la langue française commence à dépendre de une ou deux sociétés, et ça, c'est très problématique. Donc, vrai danger et vraie question théorique, épistémologique et politique à se poser. Est-ce qu'on peut devenir de plus en plus dépendant pour une série d'actions très, très larges, juste de deux compagnies qui ont les moyens pour garder cette infrastructure monstrueuse. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Marcello. Donc, je pense que tout de suite, il y a Samuel qui voudrait réagir. Marcello, ça soulève encore une fois une tonne de questions. J'ai hâte d'ailleurs d'entendre Yves répliquer. Il y a plusieurs questions. Je vais juste faire une observation avant de te passer la parole, Samuel, c'est que la question de l'opacité de la machine, donc on sait que c'est un procédé opaque,
On ne peut pas prédire exactement le chemin que va prendre le modèle pour arriver à son résultat, mais finalement, quand on y pense et quand on regarde la question de l'intentionnalité, la question de la conscience, la question de toutes ces questions très humaines, c'est la même chose pour ma boîte ici. Je n'arrive pas à comprendre, et c'est un immense mystère pour moi, comment j'arrive, par exemple, maintenant à formuler une phrase. C'est aussi étrange d'une certaine façon, c'est aussi incompréhensible que le fait que ce soit une série d'opérations stochastiques qui arrivent à une apparence d'intelligence. Hein, Turing lui-même nous parlait justement que il ne s'agit pas d'intelligence, mais d'apparence de la chose, d'apparence d'intentionnalité, d'apparence d'intelligence, et non pas de la vraie chose. On est en plein dans le modèle du simulacre, en plein dans ce modèle-là. Ce sont des apparences et non pas des faits concrets. Mais je voulais revenir donc à cette idée que pour moi, ce qui se passe dans ma boîte noire ici, c'est tout aussi mystérieux et incompréhensible. Comment se fait-il que je suis capable, avec mes connaissances, mon encyclopédie, etc., de formuler une pensée? C'est le mystère de base. Alors, si je ne le comprends pas ici, comment je fais pour avoir quelque opinion que ce soit sur ce qui se passe dans une machine? C'était mon commentaire. Je ne sais pas si vous voulez répondre ou je passe tout de suite la parole à Samuel. Peut-être une réponse de votre part et puis ensuite Samuel. Donc, soit Yves Bah, ou Marcello, hein, on est dans un mode où vous pouvez les deux Juste très intervenir. rapidement, oui, oui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais du coup, on ne fait pas de la science dessus. Je veux dire, moi, le point. Et alors, sur les algorithmes, bon, déjà, il faut faire une distinction entre l'opacité et l'approche stochastique. C'est-à-dire, l'opacité, c'est vrai que ces modèles sont aussi opaques parce qu'on ne sait pas exactement ce que font les algos, mais jusqu'à un certain point, parce que GPT, par exemple, on connaît bien l'algorithme. L'application, non. ChatGPT, on ne sait pas tout ce qu'il fait, mais le modèle des langues, on connaît l'algorithme. Et en fait, donc, il n'est pas si opaque que ça. Le comportement stochastique, par contre, évidemment, puisqu'il est probabiliste, c'est comme si je jette un dé. Donc, est-ce que je vais avoir, mais je sais très bien que je vais avoir une chance sur 6 d'avoir 1, une chance sur 6 d'avoir 2, une chance sur 6 d'avoir 3. C'est-à-dire que ça, c'est complètement, c'est pas opaque. Hein. Donc, le comportement stochastique, il est complètement compréhensible. Après, le fait de ne pas comprendre, est-ce que je ne sais pas pourquoi je pense, je ne sais pas comment je formule une phrase, d'accord? En fait, je manque d'un modèle. Alors moi, justement, c'est ce qui m'intéresse des LLM, c'est que finalement, ils nous avancent dans la compréhension ou dans une compréhension possible, dans une définition scientifique possible de ce que c'est que parler. Pourquoi? Bah parce qu'ils parlent. Donc, je ne sais pas si moi, je parle de la même manière, je m'en fous. Mais ce qui m'intéresse, c'est que là, on a un modèle formel de ce qu'est la langue qui fonctionne, qui donne un résultat. Qui donne des résultats. Donc, en fait, on se dit peut-être l'hypothèse distributionnelle, c'est quelque chose qui a une légitimité scientifique comme hypothèse sur la langue. Voilà. Donc, je vais passer, j'aimerais bien répliquer, mais je vais donner la parole à Samuel et puis ensuite à Fabien qui a un commentaire. Donc, Samuel. Oui, merci René, merci beaucoup Marcello. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire et puis à questionner aussi pour approfondir certains points. Juste, je vais faire une remarque autour de ton dernier point sur bah, les puissances hein, qui aujourd'hui gèrent ces modèles en peut-être en donnant un peu d'espoir, parce que je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui de créer nos propres modèles, d'utiliser des modèles qui sont peut-être moins performants que ChatGPT ou Google, parce qu'on n'a pas la même puissance, mais à des puissances moindres, peut-être plus humbles, on peut arriver à faire le modèle Marcello et prédire une forme de météo de Marcello sur un sujet particulier. Alors, on va se tromper sans doute, mais on pourra quand même avoir une sorte de bulletin prévisionnel de qu'est-ce que va dire Marcello de telle thématique, de tel sujet, de telle même référence. Et un des enjeux, à mon avis, des prochaines années, c'est de fournir les outils qui vont permettre à chacun, dans sa propre pensée, de créer ses propres modèles et d'en avoir la conscience. Et ça,
moi, je fais des expériences là, sur des choses qui tournent en local, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de token, je ne suis pas connecté au web, et on s'aperçoit que quelques gigas, c'est énormément d'informations. On ne s'en rend pas aujourd'hui compte. Avant, on utilisait un dictionnaire, c'est quelques kilos. Aujourd'hui, on est capable d'utiliser des gigas et des gigas. Et ça, ça fonctionne sur un ordinateur portable. Et je pense que là, il y a aussi une prise de conscience à faire de qu'est-ce que sont ces modèles et à quel point ils ont besoin d'être énormes. Pas forcément, ils ont peut-être besoin d'être pas si gros que ça et d'être fonctionnels, non pas sur des infrastructures énormes qui vont gérer des collectifs énormes, mais des infrastructures beaucoup plus simples pour un collectif beaucoup moins grand et qui a besoin du coup de moins de capacité de calcul parce qu'il y a moins de personnes à les utiliser. Et d'autant plus si on est tout seul à l'utiliser. Donc voilà, bon, c'est quelques remarques comme ça. J'aurais plein de choses à dire. Peut-être juste la comparaison sur ces modèles stochastiques. Est-ce que les prévisions météo sont aujourd'hui des sciences? La météorologie est-elle une science? Et est-ce que cette météorologie, on peut l'appliquer à la pensée? Moi, je pense que c'est un bel enjeu de recherche. Bon, alors très rapidement sur la question de, oui, moi j'ai programmé un modèle des langues from scratch, donc à partir des maths pures sur un ordinateur de 2007. Mais la chose, donc, et c'est super intéressant, sauf que c'est intéressant si on change des paradigmes. C'est intéressant pour moi pour comprendre des choses. Mais si je veux l'utiliser par exemple, pour me corriger mon texte pendant que je l'écris, là, j'ai besoin d'une infrastructure que seulement OpenAI peut avoir. C'est-à-dire que ça dépend et surtout, si l'objectif est la performance. Et ça, c'est ce que je vois. Les gens Pourquoi nous sommes sur Zoom maintenant? Nous sommes sur Zoom, c'est donc je suis d'accord avec toi, hein, et je prône pour ce que tu dis, et je voudrais que ça soit ça. Mais le fait qu'on soit sur Zoom maintenant démontre que l'université est en train d'aller vers les paradigmes opposés. J'utilise GPT parce que ça fonctionne mieux. Il est plus performant. Donc, moi, je suis d'accord avec toi et je dis, il ne faut pas chercher la chose la plus performante, il faut chercher la chose la plus adaptée à ce que nous voulons. Et parfois, elle va être moins performante, comme tu le disais. Hein. Ça va fonctionner moins bien. Peut-être ça va prendre plus de temps. Peut-être aussi, il va se tromper. Les résultats vont être moins, mais plus intéressants d'un point de vue scientifique, etc. Voilà, ça, donc c'est juste pour dire, je suis d'accord. Mais je ne vais pas répondre à l'autre partie de la question parce que sinon, on n'a pas la place pour les autres. Oui, merci beaucoup, Marcello. Alors, il y a effectivement beaucoup d'intervenants. Il y a Fabien qui veut intervenir, il y a Jean-Marc et puis il y a Yves également. On a encore une dizaine de minutes devant nous, donc on va essayer d'avoir des interventions un peu plus brèves peut-être, même si on pourrait y passer des heures et des heures, tellement c'est intéressant. Oui, Fabien. Merci, c'est un défi de rester bref. Je vais essayer toutefois. Oui, merci Marcello pour ta présentation. Euh, J'aimerais commencer par ta réflexion sur la notion même d'intelligence et éventuellement te renvoyer un texte. Moi, j'aime bien de Daniel Handler dans lequel il réfléchit à la dimension énigmatique et mystérieuse de l'intelligence et humaine et artificielle. Et il commence son bouquin en rappelant très facilement, enfin, de manière très intelligible, que en fait, l'intelligence, c'est pas quelque chose, ça rend pas un phénomène, c'est pas une chose qui est pleinement constituée, mais l'intelligence, en fait, elle dépend d'une norme à l'aune de laquelle on peut apprécier, qualifier, juger, en fait, l'expression et la manifestation on pourrait dire de facultés cognitives et mentales d'un agent, je vais être très vague de ce point de vue, dans une situation donnée. Autrement dit, l'intelligence s'exprime et se manifeste dans le rapport et les échanges qu'entretient cet agent avec son monde. Hein. Ça fait beaucoup penser, c'est une approche très cybernétique finalement de l'intelligence. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que elle a rien d'un absolu et la qualification d'un comportement intelligent, en fait, fluctue clairement avec le temps. Si on pense à la première, la machine sur laquelle travaille Norbert Wiener et qui va influencer sa cybernétique, l'anti-aircraft predictor, qui permet d'intercepter automatiquement sur la base d'un calcul probabiliste la trajectoire d'un missile ou d'un avion. C'est considéré comme un comportement intelligent, c'est-à-dire une capacité à considérer le feedback pour guider son comportement.
Maintenant, on voit effectivement qu'avec l'IA générative, l'intelligence se déplace et concerne plutôt la capacité de la machine à copier des créations, à copier, à produire du texte, à copier ce qui fonde une partie de notre humanité, de la culture humaine. Et historiquement, la norme aussi à partir de laquelle on pouvait mesurer le degré d'intelligence, ça je renvoie à la présentation la semaine dernière de Simonet, c'est la capacité de l'IA à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, à savoir un humain. Bon, ça c'est juste, je voulais juste faire le lien avec l'idée le concept d'intelligence, et là aller vers, plutôt me diriger vers la conclusion de ta présentation portant sur les dangers, de voir à quel point, en quelque sorte, l'intelligence artificielle, dans la manière dont elle est pensée, elle est développée, elle participe d'une logique de privatisation, en fait, de la connaissance par une série de plateformes qui sont en situation de monopole, d'hégémonie, qui installent un certain nombre de barrières, en fait, de contrôle de ces connaissances par des brevets, tout simplement, qui exploitent des bases de données qui maintenant sont appelées à être massivement open source pour pouvoir entraîner ces machines et qui en même temps comment, nous enlève, ça revient au commentaire de René, nous enlève une capacité aussi de réflexion, dans la mesure où la machine est capable de penser par nous-mêmes. On n'est plus capable forcément, ça c'est le pessimisme qu'on entend beaucoup, qui circule beaucoup, plus capable de fabriquer nous-mêmes des énoncés, des phrases, puisque la machine le fait mieux que nous. Ce que Bernard Stiegler parlait en son temps de prolétarisation de l'esprit humain. Donc ça m'a fait penser à ça. Donc il y a un enjeu de technocratique très fort, ce qui me fait aussi penser à votre présentation, Yves, sur le cas justement de l'esprit de l'ours. Euh, Effectivement, épistémologiquement, on ne peut pas dire que l'esprit de l'ours existe, mais pourtant, on sent qu'il y a une dimension symbolique très forte dans le fait de vouloir protéger une montagne qui est sacrée, qui est intouchable et qui, en fait, les conséquences, c'est qu'elle est dévastée par une station de ski qui, en fait, va détruire en quelque sorte cette montagne et l'univers, l'imaginaire symbolique qui lui était associé. Enfin, en fait, tout ça pour dire que euh, ce qui m'apparaît, c'est cette tension entre la science et la technique et l'idéologie technocratique qui tend à euh, mettre de côté les conséquences concrètes du développement des sciences et de leurs applications lorsqu'elles sont soumises surtout à des logiques d'intérêt privé. Alors bref, je ne sais plus exactement s'il y avait une question générale ou c'était un commentaire, mais effectivement, en gros, c'est de ramener le contenu, comment dirais-je, normatif qui peut guider aussi les décisions humaines dans le fait d'appliquer certaines applications scientifiques, comme par exemple l'intelligence artificielle. Donc, je sais pas Alors, si... je vous dirais, je vais prendre mon petit rôle, hein. Il nous Ouais, reste 25 minutes, Marcello. Ce que je propose, c'est peut-être de laisser la parole, hein, Jean-Marc a baissé la main, laisser la parole à Yves pour qu'on ait Oui, c'est ce une que je voulais intervention dire, oui. de Yves sur toutes ces questions. Tes questions touchent autant ce que le propos de Marcello que celui de Yves. Donc, Yves, en nous disant qu'il nous reste à peu près 5 minutes, puis si on a un petit peu de temps, Marcello, tu pourrais intervenir après là pour conclure. Alors, Yves, Oui, bon, le premier point, c'est que je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Marcello. J'ai travaillé justement sur un bon paquet de choses, plutôt avec l'angle épistémologico-sociologique sur l'IA dans le cas du Québec. Mais j'insisterais pour revenir au fond à ce qui était au fond le fond de mon exposé, mais qui était très présent, mais qui n'a pas été assez souligné, à mon avis, c'est l'importance, encore là, on l'a bien dit, des mots, par exemple. J'ai fait une expérience au congrès de l'ACFAR, parce que moi, j'ai la thèse que le fait de parler d'intelligence artificielle, alors que, comme disait le livre du gars, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est une connerie, c'est un algorithme. Donc, j'ai fait un test. Si au lieu de parler d'intelligence artificielle, disons qu'on revient des années 50, puis on parle d'algorithmique, le mot serait algorithme. Donc, il y avait un congrès de l'ACFAR où il y avait mon collègue qui est président de l'INRS, qui est un expert des pigeons, qui a fait un très beau livre chez Braille qui s'appelle Dans l'œil du
du pigeon. Et donc, lui, c'est un expert du comportement animal. Et comme il disait bien, un pigeon à 2 milliwatts est plus intelligent que le gros appareil qui gagne au jeu d'échecs. Et pourquoi c'est le jeu d'échecs? Parce que pour les intellos, le jeu d'échecs, c'est intelligent. On est intelligent quand on joue au jeu d'échecs. Moi, ça ne m'intéresse pas au jeu d'échecs. C'est un horreur de ça. Je ne pense pas qu'il faut être intelligent pour jouer aux jeux d'échecs. Je m'en fous de ce qu'on pense des jeux d'échecs. Mais si on n'avait pas utilisé l'intelligence artificielle, il n'y aurait pas eu, j'ai dit, votre réunion n'aurait pas eu lieu parce que l'intelligence artificielle appelle automatiquement par le cerveau l'opposition à l'intelligence naturelle. Et donc, l'expert des pigeons parlait d'intelligence naturelle. Je dis, voyez-vous, les mots, c'est comme apprentissage profond. Pour quelle raison il parle d'apprentissage profond? Ce n'est pas apprentissage profond, c'est multicouche. Hein, c'est une technique, multicouche, c'est une structure d'arbre ou à 10 couches, 1 million de couches. Ce n'est pas profond, mais il apprend de façon... Donc, les mots ont un côté absolument extraordinaire. Il y a un texte qui vient de paraître que vous connaissez peut-être, mais que j'ai lu, qui est génial. Un texte d'un philosophe, je ne sais plus trop où, qui montre qu'on parle d'hallucination. Il dit, il n'y a pas d'hallucination dans cette affaire-là. Il n'y en a pas. Parce que l'hallucination, c'est encore une façon de nous rappeler l'humain. Donc, moi, je n'utilise jamais intelligence artificielle. J'utilise le mot algorithme. Là, j'ai fait un texte qui peut peut-être vous intéresser dans le devoir qui s'appelait « Des technocrates aux algocrates », où je montrais justement qu'aujourd'hui, des gens comme Bengio, parce qu'il faut... Moi, je suis sociologue, je regarde la réalité, des gens comme Bengio sont à la télé partout. C'est des simples informaticiens qui font de la technologie utile. On utilise leurs choses, bravo. On leur donne les prix Turing, mais ils viennent nous parler d'intelligence, de la société. Ils ont remplacé exactement au sens sociologique les technocrates des années 20. C'est la même structure sociale, mais c'est les algocrates. Ils voulaient régler le COVID-19 avec un API. Rappelez-vous, au Québec, on est allé d'ailleurs dans une assemblée gouvernementale convaincre le gouvernement de ne pas suivre les affaires de Bengio, que c'était du délire d'algocrate. Donc, encore une fois, les mots sont importants. Plus on parle d'intelligence artificielle, plus on se demande qu'est-ce que l'intelligence. Or, comme vous avez bien dit, on ne sait pas c'est quoi, on a une intuition, il y a millions de définitions, et comme vous avez dit, c'est une boîte noire dans le cerveau, mais ça, c'est le rôle des neurologues d'étudier ça. Ce n'est pas le rôle de Bengio de nous faire avec ça. Donc, c'est crissement important. Dernière chose, c'est qu'il peut y avoir une transformation, et c'est déjà le cas, de la science, et ça a commencé avec Wolfram, avec un gros livre 2005, je crois, qui s'appelait A New Kind of Science, où il pensait faire de la physique avec des algorithmes qui reproduisaient les phénomènes, par exemple les stries sur un zèbre, avec un algorithme, et il en déduisait que dans la biologie, il y avait l'algorithme de son zèbre, qui est une absurdité logique simple, absurde, mais Wolfram croyait ça. Et donc, il y a la physique numérique qui est justement purement inductive et qui n'a aucune rendre raison. Ça rend raison de rien. Et dans le langage, c'est la différence entre la grammaire de Chomsky qui dit, voyez-vous, j'ai une théorie, et l'autre qui dit, moi, je m'en fous. J'ai tous les mots du monde. Je crée ça dans l'ordinateur. Je m'en fous de la théorie de langage. Et d'ailleurs, il fait ce que nous, on fait. Hein. Quand, vous savez tous, que vous lisez plus de romans que moi, quand on lit, on arrive en bas de la page, très souvent, puis je ne suis pas une exception, j'ai deviné le mot qui était à la page après. Parce que, et donc lui, il le fait de façon plus rapide, parce que c'est un microchip d'avant. Il n'y a pas de science dans l'intelligence artificielle. Il n'y a que des algorithmes, donc des technologies implémentées, avec des structures d'ailleurs dont on ne voit pas de différence. Vous savez que si vous prenez une série de 10 couches, vous pouvez aussi des fois la remplacer par un triangle, puis on ne sait pas pourquoi que ça marche autant qu'un autre. Donc, l'architecture, dont on ne parle jamais, est déterminante pour l'efficacité d'un bon nombre d'IA, puis on cherche encore pourquoi. Donc, la science, ce serait de savoir pourquoi une architecture donnée est plus rapide, consomme moins d'énergie. Ça, ce serait la science de l'algorithmique. Mais ce que fait la gang de Mila avec des centaines de millions, ce n'est que de la technologie qui ne peut que servir à Google puis à Meta parce qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser ça pour le commun des mortels. Donc, il y a un vrai danger et c'est un danger de penser que ces gens-là utilisent un langage que moi, pour des raisons stratégiques, j'évite parce que ça enlève un ensemble de faux problèmes qui sont ceux de... Par exemple, sur la créativité, c'est un très bel exemple. Si la créativité est définie comme exponentielle divisée
par la somme, tous les informaticiens vont se mettre à dire hey, on est créatif et donc ils vont y croire. Donc, le meilleur exemple, et là, on lève la psychopathologie des informaticiens, celui qui chez Google a dit hey, moi, j'échange avec la machine, puis c'est une personne. Ils l'ont foutu dehors. Mais c'est parce que ça, c'est un genre qui est pris dans les mots, puis c'est créatif, la personne a une identité. Tous ces mots-là sont utilisés, alors que, comme je leur dis à Benjo, si je débranche la machine du mur, la discussion est close. Il n'y a plus d'électricité dedans. Là. Donc, on a une pensée magique parce qu'on accepte des mots comme hallucination, apprentissage profond. Et donc, il faut faire attention aux mots. Moi, je suis un maniaque là-dessus. Il y a des mots que je n'utilise pas. Donc, IA, je ne l'utilise pas. Mais toute votre analyse sur ChatGPT, c'est entièrement d'accord. C'est exactement ça ce qui se passe. Il faut démolir ça. Parce que les informaticiens ont intérêt à nous faire croire hey, c'est compliqué, il a gagné au jeu d'échecs. Ben, le jeu d'échecs, c'est 4 règles simples comme bonjour. Tu mets ça dans un ordinateur gros de même, ça va battre n'importe quel individu. Kasparov inclus. Le jeu de Go, ben, c'est plus compliqué, mais il va gagner au jeu de Go. Ça ne veut rien dire sur l'intelligence. Au contraire, ça suppose que si vous croyez qu'il faut être intelligent pour jouer aux échecs, c'est que vous prenez le jeu d'échecs comme la mesure d'intelligence. Alors, l'intelligence, comme on avait dit, on ne le sait pas. Et les gens en éducation, vous savez, hein, il y en a 7 définitions. L'intelligence affective, l'intelligence cognitive. C'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi ce mot-là. Fait qu'il faut plutôt l'éviter et surtout ne pas le laisser dans les mains des informaticiens comme Benjo. Dominique. Alors, merci beaucoup, Yves, pour cette, oui, tout à fait, une intervention absolument polémique, comme on les aime. Je ne savais pas qu'on avait invité deux cerveaux ici aujourd'hui, et autant capables de nous stimuler sur le plan polémique, sur le plan de ces idées de fond. Alors, un immense merci à vous. Ça a été absolument passionnant. On aurait envie de poursuivre cette discussion des heures et des heures, tellement c'est passionnant, au point où il faudrait vous réinviter. C'est une grande richesse pour nous et donc un grand merci à vous deux. Ensuite, je vais juste faire un petit point pour vous mentionner. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir notre thème, c'est les aspects légaux et éthiques, et j'ose à peine dire l'intelligence artificielle, je vais dire l'IA, qui peut être toutes sortes de choses, de l'IA. Alors, aspect légaux et éthique de l'IA avec Mathieu Quiniou, hein, qui est à l'Université Paris 8 et qui a été sur la Commission européenne pour toute l'analyse des questions légales liées à l'IA, et aussi Isolte Gendreau, qui était à l'Université de Montréal. Donc, le thème éthique. Dernière chose, ça va être notre dernière présentation du séminaire, finalement, parce que on m'a rappelé que le 6 décembre était une journée fériée, en tout cas à l'Université Laval, donc pour respecter les congés fériés. Il n'y aura pas, donc il y avait 2 présentations de prévues, une avec Nadia, on avait parlé aussi de Gabriel, de Maxime, de Mathieu, et puis ce que j'ai proposé, on a discuté ce matin, c'est qu'on ne fera pas ces présentations le 29 pour laisser la place à nos invités, mais qu'on va organiser un événement étudiant probablement en janvier, et on va vous mentionner la date pour pouvoir entendre. Je pense que Nadia et puis Mathieu ont des choses extrêmement intéressantes à nous dire. Alors, on va simplement reporter et on va vous tenir au courant du moment où on va faire ces présentations. Donc, je vous rappelle que Mathieu étudie en théâtre, donc a cette idée du canular. Il nous suit depuis 4 ans maintenant. Plein de choses intéressantes. Et Nadia est du côté de l'éducation, donc réfléchit sur l'usage de ces technologies pour l'enseignement. Je pense une question aussi extrêmement importante actuellement, hein, parce qu'on se pose tous la question, d'ailleurs avec notre collègue de l'Université Paris 8 qui a posé la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant que ChatGPT est là pour diriger des thèses de doctorat? Alors, aujourd'hui, on a parlé de la question d'intelligence, là, puis on se demande s'il faut restreindre l'usage, hein, comme certaines universités américaines l'ont fait d'ailleurs. L'Université de New York a interdit ChatGPT. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est un défi, c'est une autre question. Bah, selon moi, il faut laisser GPT écrire les thèses et aussi les relire, les évaluer, et nous, comme ça, on pourrait... Et après ça, nous, on peut se promener en bateau, hein, tout à fait.
C'est ça. Si on dit que c'est un simulacre, il prend de la place, le simulacre, actuellement, partout. Les avocats s'en servent pour créer des jugements. Écoutez, les influences dans la société sont immenses, même si on dit que ça n'existe pas. Voilà, il y a des conséquences sociales absolument immenses actuellement. Donc, on va se laisser là-dessus. Merci à tous. Ça a été absolument passionnant comme débat. Alors, merci à tous et bonne fin de semaine.